Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Aujourd'hui, je reçois un praticien avec un parcours aussi riche que singulier, le docteur Mathieu Wipf. Chirurgien dentiste formé à Brest, il n'a cessé d'évoluer au niveau de sa pratique, combinant une expertise clinique, la passion et l'innovation et le sens aigu de l'humain. Esthétique, implantologie, j'ai même vu qu'il avait fait une formation d'endodontie, malheureusement pas la nôtre, mais elle est quand même aussi bien, et de l'occlusion fonctionnelle avec un passage à Seattle. Son parcours est un véritable tour de France et même un tour du monde avec des formations exceptionnelles. Le COI Center à Seattle jusqu'à New York en passant par Paris, Montpellier ou encore à Nice. Mais ce qui distingue vraiment Mathieu, c'est cette capacité à sortir du fauteuil. Il se forme alors au leadership de l'innovation, devient coach professionnel certifié ICF et accompagne aujourd'hui un peu plus de 200 cabinets au niveau de leur organisation et de leur épanouissement. Engagé, il a été aussi président du syndicat CDF en Loire-Atlantique, je ne sais pas s'il l'est toujours, il va nous le dire, et actif sur la scène étudiante internationale en étant vice-président, je crois, de l'EDSA et de l'UNECD. Bref, vous l'avez compris, Mathieu est un de ceux qui pensent que notre métier mérite mieux que de simplement tailler des dents et qui passe à l'action pour faire bouger les lignes. Alors, je vous propose de m'entretenir avec lui pendant un petit peu plus d'1 heure. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Eh bien, bienvenue dans ce podcast. On ne se connaît pas physiquement. Exactement. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ouais, voilà, tu fais partie des gens que j'ai chinés sur LinkedIn. Et, La visibilité fonctionne, donc je suis ravi. la visibilité fonctionne. Ouais. D'ailleurs, il y a un post qui est très marrant que je disais hier, auquel a répondu David Bonhomme, qui est passé sur ses ondes il n'y a pas longtemps, là, pour le 2e épisode. Et en fait, il y avait un mec qui avait passé un post en disant « Ouais, j'écris des trucs. Quand j'écris des trucs sur mes chats, j'ai 50 likes. Quand j'écris un truc sérieux, j'ai 10 likes. » Et Mathieu répond de façon très intéressante. Il dit « Écoute, moi, je ne sais pas si j'ai des likes, mais je m'aperçois que tous les prospects que j'ai récupérés pour mes business, c'est pas des gens qui likent. Donc, finalement, on s'en fout d'avoir des likes. » Mais, effectivement, ça donne de la visibilité. Beaucoup de publications. Voilà, c'est avec des publications avec un format qu'on reconnaît, hein, qui est un petit peu aidé, comme beaucoup, mais des posts qui ont du sens. Et voilà. Et comme j'invite qui je veux sur mon podcast, je suis content de t'y accueillir. Je te remercie. Donc on va parler exercice dentaire, on va parler aussi coaching, puisque tu es associé à Pierre-Michel Leprado pour la société C2S. Oui, parce que comme je suis un dyslexique, je mélange parfois les lettres. On va parler de ça, on va parler d'un ultra trail, je crois, que tu as fait récemment, puisqu'on était en contact là-dessus. Et puis de tes projets. On va parler un peu de syndicats aussi, parce que j'ai vu que tu étais. Très intéressant. Ceci dit, j'ai vu que tu avais une suite logique, hein, UNECD, EDSA, CDF. Après, il restait soit l'ADS, soit le Conseil de l'Ordre. Oui. Bah, j'ai vu que tu avais Marco Mazzevet il n'y a pas très longtemps, donc il y a des lignes directrices, effectivement. Et puis, là, il n'est pas encore sorti, mais il est enregistré. Il y a Julien Lopi là, qui est passé, avec qui j'ai enregistré. Donc voilà. Et puis après, l'avenir, qu'est-ce que tu veux faire voilà, je pense que c'est un programme qui est assez riche. Avant de commencer, je vais te proposer de te présenter qui est Mathieu Wipf. Mathieu avec 2 T. Hein. 2 T, Il y a une guerre là-dessus. Hein. Il y a une guerre dans ce sens. C'est Vipf, tu vois, à l'allemande. Vipf, à l'allemande. Ouais, Et pourtant, tu habites dans l'ouest, toi, tu habites à Nantes. Oui. Donc, qui est Mathieu Wipf par Mathieu lui-même? Très bien. Bien, écoute, donc Mathieu, chirurgien dentiste, j'exerce depuis presque une quinzaine d'années. J'exerce près de Nantes. Moi, j'ai fait mes études à Brest, voilà, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était la plus petite université. On était dans des petites classes de 19 étudiants, ce qui était complètement dingue, tu vois. C'était un peu une ambiance familiale. Et je te dirais qu'avant d'être praticien, je suis surtout breton. Tu le disais, je suis de l'Ouest, et voilà, mon nom de famille ne le dit pas, mais je suis breton quasiment pure souche. Et papa d'une petite merveille qui a bientôt 7 ans, que j'élève en garde partagée, donc qui est vraiment le centre de ma vie et de mes actions. Après, voilà, je suis un amoureux de montagne, de sport en général, et puis surtout de haute montagne. J'adore les challenges. Tu parlais un petit peu de l'ultra trail, donc on pourra largement reparler si tu veux. Moi, c'est
Chaque année, j'essaie de me mettre des challenges sportifs qui me sortent complètement de mes habitudes, que ce soit pour aller voilà dans des altitudes très très élevées, dans des conditions pas faciles ou des ultra trails de 120 km. Mais voilà, j'essaie de me trouver des challenges qui me poussent un petit peu à l'aventure et puis qui me drive pendant toute l'année précédente pour m'entraîner, pour m'entourer, voilà. Et puis souvent, je trouve des compagnons de route qui m'accompagnent dans ces aventures-là. Donc c'est toujours sympa. Voilà. Donc je pense que voilà, ça Donc résume là, un petit peu là mon. aujourd'hui, dans ta vie privée, tu as une petite fille et tu as cette passion pour le sport. Et dans ta vie professionnelle, donc tu as un cabinet, ça c'est important de le rappeler. Parce que quand on lit ton CV, on a l'impression que ton cabinet s'arrête en 2013. En 2023. Enfin, Ah, attention à ok, ça. Ouais. d'accord. Et là, je lui dis, tiens, il a plus de cabinet. Donc, je suis un peu sur Internet, donc j'ai vu, si, Oracle. C'est qu'il y a eu le déménagement. Il y a eu un déménagement en 2022. Enfin voilà, sur mi-2022. C'est que en fait, il y a eu une phase de vie, si tu veux, où j'ai vraiment eu, qui correspond à ma fille, si tu veux, où j'ai vraiment eu un déclic. Moi, je travaillais, j'étais associé à Bertrand Guiton à Châteaubriand. C'est une petite ville entre Nantes et Rennes. Et j'y ai passé, je pense, 7-8 ans. Et ça a été de très, très belles années. Enfin, je crée vraiment mon exercice là-bas. Et en fait, ça fait partie là d'un des gros, gros déclics de ma vie quand bah, la maman de ma fille s'est retrouvée enceinte. Et ce qui était pas forcément, voilà, enfin, un projet qui était prévu tel quel dans l'histoire. Mais du coup, moi, ça m'a vraiment perturbé, tu vois. Je me suis Ah retrouvé ouais? vraiment à prendre la route. J'avais 2h20 de route, hein, 1h10 aller, 1h10 retour. Et je me retrouvais à avoir la boule au ventre. Je me retrouvais, il y a un truc, tu vois, que je comprenais pas. Enfin, là, à l'époque, j'étais pas encore hyper à l'écoute de mon corps, mais là, pour le coup, ça me frappait quand même. Et il y avait un truc qui coinçait, et je me suis dit, mais attends, j'ai toujours voulu être papa, j'ai toujours voulu être père, et je vais me retrouver à faire ces 2h20 de route. Enfin, je pourrais pas emmener ma fille à l'école, je pourrais pas la ramener, tu vois. Enfin, il y a un truc qui coince, et il y a une sorte d'évidence qui m'est apparue, et je me souviens, je crois que j'en ai parlé, bah, du coup, à sa maman, peut-être juste avant qu'elle accouche, ou quand elle a accouché, en disant, bah, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui faut que je parte de mon cabinet. Et de là a commencé tout le projet de venir déménager le cabinet de 80 km pour le rapprocher de Nantes et du domicile. Donc ça a été un des événements vraiment fondateurs, tu vois, dans ma vie. Et de me dire que bah, j'ai pris un énorme risque, si tu veux, de déplacer toute ma patientèle, de déplacer une activité qui fonctionnait bien. Et voilà, mais au moins ça m'a permis, enfin voilà, une grosse décision dans ma vie qui a permis bah, de me réaliser. Et puis ça a mis quand même un peu de temps, du coup ça a mis 4 ans l'histoire, tu vois, à se construire. Mais au moins voilà, je pouvais maintenant être présent et organiser ma vie pour qu'elle soit le plus alignée possible. Ok. Et donc, pour revenir, donc toi, t'es Nantais ou Moi je t'es suis allemand? Quimpérois, je suis breton. Voilà, si tu dis aux Nantais qui sont bretons, je vais Ah, déclencher toi, un t'es breton. quiz. Les Nantais, pas breton. Bon. Voilà, donc Nantais, bah, je suis venu par amour voilà à Nantes. Après, les chemins ont pris des trajectoires séparées. Après, en revenant de Brest. Ah oui, parce que toi, t'es de ce coin là-bas, là. Non. Voilà, je suis du Finistère Sud, donc Mon Dieu. de Quimper. Moi, je suis originaire de Quimper et j'ai fait toute ma partie études à Brest. D'accord. Oui, oui, tu l'as dit. Oui, mais Lorient, c'est où? C'est de ce coin-là, alors? Oui, Lanester. Lorient, c'est pas loin de Quimper. C'est t'as Quimper, Lorient, Vannes et Nantes. Ah La oui, ligne Vannes. Sud-Bretagne. Il y a un mec qui avait fait l'armée avec moi qui habitait Vannes. Comment il s'appelait, lui? C'était un sacré. Il n'avait pas fait longtemps l'armée, il a fait 15 jours. Il était dentiste là-bas. Il était très sympa. Le Ah mais Quinquis. Vannes, c'est fantastique, hein. J'ai plusieurs amis à Vannes, voilà. Le Quinquis. Je suis curieux de savoir ce qui est devenu, lui. C'était un cas. C'était bien marré. Et Bertrand Le Quinquis, ça te dit rien? Il faut que je Ah non, regarde, tiens. non. On se connaît pas, c'est pas si petit que ça, c'est pas de la Bretagne. Non, 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 parce que dentiste à Vannes, mais je me souviens de lui parce qu'il avait tout fait pour se faire réformer, il avait réussi. Et un mois après, je s'était contacté, il m'avait dit je viens de m'acheter un VMAX parce que c'était comme j'ai raté, j'ai pas eu l'armée, enfin j'ai pas fait l'armée, j'ai fait des économies, je me fais un plaisir. Voilà. Donc rien à voir avec le schmilblick, mais Van me rappelle ça. Et si je connais Lanester, tu connais Lanester? Oui, 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 je connais Le Esther. Je sais pas si Blavet. on aura déjà été, mais oui, oui, c'est quoi? Le Blavet de Lanester. Me demande pas comment je connais ça. J'ai un copain qui a sa tante qui habitait là-bas, puis je voyais des militaires qui traversaient le Blavet avec les fusils en l'air là. Donc voilà. Ok. Et donc tu fais tes études avec Reza. Ouais, exactement.
Ouais. Valérie Chevalier, tout Pas ça. doyen à cette époque-là, parce qu'il Bah, il était. était doyen, chef de service, il était tout. De toute façon, ils étaient 12 Oui, à voilà, 12. voilà. Donc, Mais il était parce que moi c'était professeur Prédine Hugues à l'époque. Ah, je connais pas lui. Non, tu connais pas, voilà. Mais du coup, et voilà, et Reza était déjà dans le service et après est passé effectivement doyen chef de service. Mais c'était pas à l'époque où j'étais. Oui, il était doyen, chef de service. Mais effectivement, après, c'est toujours petit. Je crois ils ont augmenté les effectifs. Alors, je sais Oui, pas ah si oui, c'est oui, toujours les plus petits, parce que maintenant, ils ont monté des, les facs des secondaires, pseudo, enfin, des ouais, pseudo secondaires. services, là, des pseudo facs un peu partout en France. Ah, mais Et c'était magique, si tu veux, 19 par promotion. Et puis nous, il y avait eu un truc qui était fou, c'est qu'on a tous choisi d'être là. C'est-à-dire qu'on avait tous eu le choix avec médecine, tu vois, qui est souvent un peu la grande question au départ. On a tous choisi dentaire et t'avais un gars qui avait pas dentaire qui était en pleurs parce qu'il avait pas dentaire. Tu sais, c'était enfin un peu le monde à l'envers par rapport à ce qu'il se voyait d'habitude. Et du coup, on était mais ultra soudés. Enfin, ça a été des années pour le coup vraiment Ah incroyables ouais, avec une marrant ça. promotion très Et très connue. donc toi, t'as toujours voulu faire dentaire? T'avais de la famille qui faisait ça ou pas du tout? Non, alors moi je suis pas du tout d'un milieu médical, mais alors du tout, du tout. Moi j'avais une maman secrétaire en mairie et puis un papa professeur de PS au collège, tu vois, donc ça ne me prédestinait pas du tout à des études de santé. Et en fait, depuis l'adolescence, je pense que j'avais très tôt 11-12 ans, je voulais faire chirurgien esthétique. Ok. C'était mais voilà, c'était ma vocation, si tu veux. Je peux même pas te dire exactement d'où c'est parti cette histoire, mais c'était vraiment mon truc, quoi. J'étais là, ok, la chirurgie, le truc, trop bien. Et c'est ce qui m'a porté pendant toutes mes années de lycée à booster en maths, en physique, en chimie, alors que j'aimais pas spécialement ça, mais enfin, je me disais, il faut, en médecine, il n'y a pas le choix, il va falloir être bon là-dedans. Hmm. Première année, je l'ai pas eu du premier coup, et puis je rencontre du coup voilà, des amis d'amis, et dont un ami qui est Yves Leyer, qui était lui fan du dentaire. Et moi, je peux dire qu'à l'époque, si tu veux, je regardais avec des grands yeux en disant, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois. Enfin, pour moi, c'était aberrant, quoi, tu vois, de vouloir ça. Mais ça restait un peu dans un coin de ma tête. Et c'est lui qui me présente un chirurgien esthétique qu'il connaissait et qui m'a ouvert les portes de sa clinique en me disant, bah attends, avant de redoubler ton année, vas-y, bah viens me voir, les portes sont ouvertes, profite, quoi. Et là, je vais le voir, tu vois, opérer. Alors c'était magique, hein, il y avait des doigts, enfin voilà, de l'or au bout des doigts. Mais je suis ressorti de là avec un sorte de malaise un peu, en me disant, mais il y a un truc qui coince. C'est pas ce que je m'étais fait comme image. Je et j'ai mis le doigt dessus au bout de quelques semaines. C'était le fait d'avoir comme des corps qui passent, tu vois, Hmm. Hmm. endormis, où ils discutaient le bout de gras et son tour en yacht le week-end dernier, tu vois. Et j'ai en fait mince, c'est pas la connexion que j'ai envie. Enfin, au niveau des Hmm. patients, Hmm. c'est pas ce que je m'imaginais. Et je me suis retrouvé dans une sorte de vide, un peu de me dire, mince, je suis retrouvé en médecine, je sais même plus pourquoi, quoi. Donc je commence à Hmm. prendre des films et tout ça. Et puis bah là finalement en discutant, puis je me dis bah, attends, il me parle de dentaire, ça a quand même l'air d'être peut-être plus sympa que ce que j'imagine. Et donc du coup j'ai commencé à creuser, à me renseigner, à discuter autour de moi. Et là c'est vraiment devenu une volonté, tu vois, d'avoir dentaire. D'accord. Au Donc fur et à quand tu mesure. passes le concours, tu y vas pour dentaire, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Donc Ok. oui, oui, et là pour le coup ça aurait été voilà même une déception d'avoir D'avoir médecine à médecine. ce stade-là, tu vois. Alors Hmm. et c'est ça qui est fou quand on dit que rien n'arrive par hasard, tu vois. Mais Hmm. j'aurais eu mon année du premier coup, jamais. Enfin, tu vois, j'aurais pris médecine et puis et en plus avec peut-être une chance sur 1 million de devenir chirurgien esthétique à la fin, tu vois. Donc en Hmm. plus Hmm. Hmm. ce que j'imaginais n'aurait même pas eu lieu. Et moi la première année en tout, moi je l'ai triplé ma première année de médecine pour Ah la bon? petite C'était histoire. possible, ça. Ouais, à l'époque, ouais, j'étais malade pendant les partiels de la deuxième fois. Et du coup, j'ai pu t'avais des commissions, avec la commission, bah, c'était très étonnant. C'était une commission, juste avant la publication enfin, pas la publication des résultats, mais avant que les gens choisissent, tu vois, que passe D'accord. pour le podium. Et ils m'ont appelé genre 1 heure avant, parce que j'allais avoir a priori, sage-femme, et Hmm. ils m'appellent en me disant, bon alors, on veut bien vous laisser tripler, mais vous devez refuser maintenant de prendre une place de sage-femme. Je sais pas, hein, c'est un truc un peu, voilà. Je dis, non mais ok, il y a pas de, je veux dentaire, donc je préfère faire une année, il y a pas de problème. Je refais une année et moi je donne tout pour dentaire, tu vois. Donc Ok. voilà, mais donc comme quoi l'histoire est un peu. Ok. Et donc là, tu rentres donc à Brest. Hmm. Et tu découvres un petit peu, parce que c'est pas le tout d'avoir un mec qui t'a expliqué que c'était sympa, qu'il y avait de l'esthétique, etc. Mais tu te rends compte quand même qu'il faut faire des trucs avec les mains. T'étais manuel déjà au départ ou tu l'es devenu?
Ah, franchement, je me serais plutôt mis en binoclard qu'en manuel, tu vois. Si tu dois me classer quelque part, pas tant que ça, mais j'étais très content de faire des choses avec mes mains. Tu vois, depuis tout petit, j'ai toujours fait du bricolage avec mon père. Enfin, ça, c'est un Mhm. truc, bricoler, faire une terrasse, tu vois, mettre des pavés par terre. Enfin, je crois qu'à 8 ans, je faisais mes premières terrasses, tu vois. Donc, Mhm. c'est un truc, voilà, j'adorais faire des choses avec mes mains. Et c'est, je pense, qui m'a poussé vers le dentaire, c'est de se dire, ok, c'est un métier très intellectuel avec une application manuelle, tu vois, où Ok. tous les jours, je vais devoir faire quelque chose de mes mains. Mais je l'ai, voilà, découvert à la fac, mais vraiment, il y a, pour le coup, là, je sais pas, c'était une sorte de, c'était devenu, ça y est, tu vois, ma vocation. Et tu Mhm. parles d'esthétique, mais à cette époque-là, par exemple, j'avais même pas la vision que j'allais pouvoir mettre de l'esthétique dans le dentaire. D'accord. Ok. C'était, c'était ça, pour le coup, c'était pas clair pour moi, tu vois, de transformer des vies en transformant des sourires. C'était pas du tout une évidence, tu vois, et c'est revenu après. Et c'est là, tu vois, où je me dis, justement, en exerçant au bout de 5 ans, 10 ans, je me dis, mais en fait, je suis complètement aligné avec le moi de adolescent qui Mhm. cherchait la chirurgie esthétique, tu vois. Donc, Mhm. c'est, Ok. Et donc tes études se passent, c'est quoi tu te retrouves déjà une appétence pour une discipline en particulier ou finalement tu te goinfres le truc en te disant non mais tout te plaît? euh, je dirais que la prothèse fixée m'intéressait pas mal. La prothèse fixée Mhm. m'intéressait plus. Et je me suis tout de suite, je sais pas, mis aussi dans intuitivement dans l'organisation, la communication. Ok. Tu vois, je pense, enfin, j'étais le seul à la fac à avoir des cartes de visite que je donnais à mes patients, tu vois, Mhm. pour qu'ils les donnent à leurs copains, tu vois, enfin, voilà, des trucs où les gens me regardaient avec des grands yeux en disant, mais attends, je vais pouvoir faire mes contrats, mon truc, etc. Ils sont super sympas, je veux les mêmes patients et tout. Bref, donc j'avais des actions qui paraissaient un peu, voilà, où les gens me regardaient de manière un peu dubitative à l'époque, tu vois, mais je pense que Mhm. ce qui me prédestinait à ce que je suis aujourd'hui. Et ouais, peut-être prothèse conjointe. Après, je dirais que c'était beaucoup lié aux enseignants après qu'on pouvait avoir. Mhm. Mhm. Euh, voilà, parce que là, quand même, justement, comme on était une toute petite fac, on avait la chance d'avoir beaucoup de fauteuils cliniques, tu vois, par rapport à, Ah puis ouais? étant dans les enfin, dans les assos étudiantes, je le comparais par rapport aux autres facultés. À l'époque, je sais pas si on était la salle avec la plus de temps clinique au fauteuil, mais vraiment, on était dans Mhm. le top 3 en France du temps possible avec des patients, tu vois. Mhm. Mhm. C'était vraiment une chance. Ok. Et donc tu fais ton cursus, tu passes ta thèse et là passer ta thèse sur quoi? J'ai passé ma thèse sur les effets de l'allaitement au sein sur la croissance Ah ouais? maxillofaciale. Parce qu'en général, le sujet de thèse prédestine de ce que tu deviens, mais là, pas du tout. Pas du tout. En fait, tu sais quoi, je voulais un truc, je me dis, bah, pour une fois, et en fait, ma thèse, je l'ai préparée à partir de la quatrième année, parce que j'ai quand même eu très vite conscience que je voulais quitter Brest le plus Mhm. tôt possible. Donc, j'ai fini ma sixième année, je crois que c'était le 1er juin, je passais ma thèse le 8 juin, et je prenais mes valises et j'étais parti. Tu vois, enfin, c'était Ok. vraiment, mais je me suis Et pourquoi? organisé. Parce que, bon, après, Brest, c'est vraiment au bout, mais Ah ouais, bah Brest, moi, je pouvais pas. Enfin, vraiment, c'est du coup les gens hyper sympas, si tu veux, mais alors la vie à Brest, enfin, pour moi, on était loin de tout. Enfin, voilà, ça collait pas du tout à ma vie, et ça faisait quand même déjà 1 an et demi que je fréquentais la maman de ma fille, si tu veux. d'accord, Donc, ok. je faisais des allers-retours déjà Nantes-Brest. En fait, je m'étais organisé pour faire, je crois que je faisais 4 jours à Nantes, 3 jours à Brest. J'avais tout Mhm. fait sur 3 jours à Brest, et à Nantes, en plus, nous on pouvait faire des collaborations salariées, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, je travaillais 2 jours par semaine c'était à Saint-Nazaire en collaboration salariée, tu vois. Donc ma D'accord. sixième année, elle était vraiment assez intense. Donc c'était vraiment, voilà, plus vite, je fais mes valises de Brest, mais je me porte. Et du coup, ouais, là, je pense que ça s'est fait, voilà, avec les enseignants. Et en fait, il y avait un truc qui, je sais pas, qui m'a interpellé. Alors, c'était, tu vois, toujours étonnant, mais de me dire, on en parlait des fois, oui, sur, il vaut mieux l'allaitement au sein, il vaut mieux le biberon. Est-ce que ça a une vraie conséquence sur la mâchoire, etc. Tu vois, on en avait parlé dans des cours. Il y a un Mhm. moment, je me souviens à notre enseignant, j'ai dit, ben alors, mais enfin, il y a quoi comme étude qui nous dit s'il y a une conséquence ou pas, quoi. Et puis, j'étais resté en me disant, ben, il y en a pas spécialement, quoi. Tu vois, on s'imagine Mhm. qu'avec l'allaitement au sein, c'est mieux. Ben, il y a un vrai sujet là quand même voilà. Et on était parti, c'était le docteur Hervé Forêt qui avait dirigé ma thèse. Et du coup, m'a dit, ben, carrément, super sujet, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça facile à mettre en place. Tu vois, on a fait des études
sur les justement le positionnement dentaire des enfants, selon qu'ils étaient allaités ou pas. Enfin voilà. Et donc, c'était un petit peu favorable à l'allaitement au sein. Voilà. Ah ouais, Ouais, d'accord. un petit peu. Mais sur un allaitement, attention, sur un allaitement de 12 mois minimum au sein. Donc, ce qui est Ok. quand même pour le coup pas fréquent, si tu veux. Donc, voilà. C'était les allaitements de 1 à 3 mois, il y avait aucune différence significative. D'accord. Et donc, ouais, parce que 12 mois, il y a de plus en plus de femmes. Hein. Enfin, je Ouais, sais voilà. que. Non, mais c'est pour dire que, enfin, c'est du coup vrai. Enfin, moi, il y avait quand même un vrai résultat. Puis tu sais, c'est les résultats avec en statistique, il faut vraiment des sacrées Des différences pour cohortes, réussir il faut une des, cohorte. Donc, faut des grosses cohortes. il y avait des résultats où significativement en termes de statistiques, ben effectivement, mes panels, puisqu'ils étaient, je sais plus de 50 ou je sais plus combien de Parce que là, patients. Bon, c'était voilà, mais pour le coup, quand je regardais les faits, t'avais quand même il y avait une vraie différence quand même. Donc c'est marrant ça. voilà. Breastfeeding. Et Ouais, c'est exactement. très à la mode, hein. Très à la mode. Et, C'est ça. J'étais précurseur, tu vois, je crois. c'est redevenu à la mode. Ouais, je sais, parce que Camille, ma dernière, elle a 1 an, elle a toujours, elle a moins, elle fait en alternance, mais voilà. C'est pas facile à vivre pour le père, moi je trouve, mais ouais, ça, c'est autre chose. Ouais. À un moment, on a envie que ça s'arrête. Ok, et donc là, le 8 juillet ou 8 juin, tu passes ta thèse, là, 8 juillet, et donc tu vas faire ton trou à Ouais, je vais Nantes. passer à Nantes dans un premier cabinet. Et voilà, tu vois, premier cabinet où bah, finalement première chance de donner, tu vois, ça a été une belle expérience qui a été, bon, à mon sens, après un des premiers, enfin que moi que j'ai ressenti comme un des premiers échecs aussi, parce que c'était en vue d'une association qui s'est pas faite, tu vois, au bout des 2 ans. Mais voilà, avec un tout petit peu de recul, tu dis que c'est toujours pareil, hein, c'est ce qui permet d'avoir la trajectoire de vie que j'ai aujourd'hui. Donc aucun regret, mais ça fait partie des petites claques que tu te prends dans la figure. À l'époque, Et ça c'en s'est pas était. fait pourquoi? Et ben ça s'est pas fait parce que écoute, le praticien avec qui j'étais, on était en train de discuter des papiers, tu vois, vraiment d'association. Enfin, on était loin quand même dans la démarche. Et lui après il m'a dit bah écoute, je préfère rester seul. Voilà, ça a été. Je pense qu'il a réalisé que c'est pas ce qu'il m'avait promis. Enfin, ouais, en gros, ce qu'il m'avait promis, il pouvait pas me le donner. Il s'est dit, mais en fait, je suis pas prêt à lâcher une prise de décision ou un partage dans les décisions. Franchement, ce qui s'entend complètement, si tu veux, sur le principe. Hein. La claque a été du fait que c'est venu vraiment tard dans la discussion, quoi, si tu veux. Écoute, au bout de 2 ans, c'est quand même, voilà. Mais en même temps, voilà, j'ai passé, voilà, c'était deux très belles années. Voilà, enfin, où j'ai pu faire mon activité, j'ai été brimé sur rien. Enfin, voilà. Donc, Et ça, c'est où? T'es à Nantes, intramuros, là? c'était à Nantes, ouais, à Nantes, c'était pour le médical mon voisin. Donc voilà, c'est vraiment Nantes. Ouais. Ok. Et donc, à ce moment-là, tu rebondis, c'est-à-dire que tu repars. Et là, qu'est-ce que tu vas Là, faire? du coup, je pars. En fait, là, ça a été un des premiers moments clés, tu vois, moi, dans ma carrière. C'est en fait à cette époque-là. Donc, tu parlais un peu des syndicats, j'étais dedans et je participais à la mise en place de la CCM, enfin dans l'information auprès des praticiens. En fait, je communiquais dans des salles auprès de tous les praticiens du département. Et une semaine avant qu'on me dise non, tu vois, on peut pas s'associer, eh bien, j'ai mon mentor vraiment, qui a été mon mentor pendant des années, Bertrand Guiton, que je voyais pas souvent parce que du coup, il était à 1 heure de route, tu vois, mais on communiquait beaucoup par email. Il m'a beaucoup drivé et notamment dans mon début de carrière. Et il vient me voir et il me dit voilà, tu sais, voilà, moi j'aurais toujours aimé pouvoir travailler avec quelqu'un. J'ai essayé il y a des années, mais franchement, c'est impossible. Enfin, s'il y a une personne avec qui je pourrais travailler ou m'associer, ce serait toi. Mais littéralement une semaine, si tu veux, avant que l'association capote, tu vois, sur Nantes, tu vois. Là, je savais pas. Et donc du coup, voilà, c'était un samedi matin. On me dit bah écoute, non, il n'y a pas l'association qui doit se faire, voilà. Et je sors, je décroche mon téléphone, j'appelle Bertrand et je dis Bertrand, t'étais sérieux dans ce que tu m'as dit la semaine dernière? Il m'a dit oui, j'arrive. Tu vois, en un week-end, on avait trouvé un local chez le médecin qui était attenant, on avait l'installateur dentaire et 3 semaines plus tard, je commençais à exercer du coup à Châteaubriand. En 3 semaines, on a D'accord. créé un cabinet, enfin pas un cabinet si tu veux, mais toute une salle, enfin une salle de soins, enfin une salle de soins complète hein, avec la plomberie, l'électricité. C'était les archives d'un médecin généraliste. Et en 3 semaines, j'exerçais à Châteaubriand. D'accord. Et donc là, par contre, là, t'es à 80 km de chez toi. Et là, je suis à 80 km de chez moi. Ouais. Donc tu vois, ça a Ok. été le truc où disant, bah écoute, il y a un moment, c'était les étoiles s'alignent. Tu vois, Bertrand m'en a parlé. J'ai toujours adoré, mais
je reculais un peu avec la distance, tu vois. C'est pour ça que j'avais pas été travailler avec lui avant. Et j'ai dit bon voilà, il y a un moment, voilà, c'est le destin, tu vois. Il y a un moment, il faut y aller. Et puis du coup, les locaux étaient quand même petits, donc tout de suite, on a lancé avec Bertrand la construction d'un cabinet. D'accord. Et du coup, qui a été le premier on va dire vrai cabinet que j'ai construit de A à Z, quoi, si tu veux. Hmm. Et donc, qui était le cabinet de Chateaubriand, qui a mis un an à se construire. Ok. Et donc, c'est celui-là que tu quitteras. Oui, pour venir On- à Oracle près de Nantes. Ouais. Mais ce cabinet, il existe toujours ou tu as ramené toute Pas l'équipe avec vendu. toi? Ouais, ah non, j'ai ramené les patients. J'ai ramené les patients, mais enfin, j'ai vendu la partie mur. Mais j'ai ramené, moi, j'ai pris toute la patientèle avec moi. Mais ton En fait, associé là-bas, Bertrand Guiton, hein, c'est ça? oui, Et oui. lui, il est resté là-bas. Il est resté là-bas, ouais, parce que lui, il habite là-bas. En fait, on avait, même en construisant, on avait la notion que, on pouvait se séparer un jour. D'ailleurs, tu sais quoi, je pense que c'est ce qui fait que ça a aussi bien marché. On avait chacun une aile, c'était un V. On avait chacun une aile du bâtiment. Et pour le coup, nous, on était comme des colocataires. C'était une association type colocataire, si tu veux. On avait que le hall d'entrée en commun. Et on n'avait pas D'accord. le même personnel, pas le même matériel. On avait 2 Conbeam, on avait chacun nos Cerec, on avait, enfin, voilà, c'est totalement D'accord. colocataire. Complètement différent. Oui, Ouais. Et ce qui nous a permis finalement, d'avoir du coup, si tu veux, on avait juste il y avait quand même des transferts de patients parce que lui faisait de l'orthodontie, enfin voilà. Et du coup, mais hyper intéressant. Voilà, enfin, un fonctionnement qui était Et très donc, souple. qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans ce cabinet? Tu l'as J'ai revendu? pris Tu as toute revendu? la patientèle et en fait, D'accord. l'immobilier, moi, j'ai revendu à Bertrand Guiton, qui l'a Ah, lui, il a récupéré. récupéré Ouais, l'immobilier. ouais, D'accord. Ok. pour lui s'agrandir. Et les patients, ils ont suivi sur 80 bornes. Et ben la plupart des patients, et en fait ça c'était hyper intéressant. Là, je pense qu'au début on a peut-être allez 60-70% des patients qui ont suivi, tu vois, Mhm. et surtout dans les locaux. Certains qui n'ont pas suivi, mais 2 ans, 3 ans après on les voit Ils revenir. suivent. Ouais. Ouais, tu vois, parce qu'en fait ils ont essayé ailleurs et ils reviennent. Donc c'est hyper intéressant. Et moi dans ma patientèle j'ai toujours eu même que ce soit à Nantes, parce que de Nantes, j'en ai qui m'ont suivi après à Chateaubriand. Enfin, tu vois, enfin, les gens, ils ont fait tout le tour, tu vois. Et là, maintenant, même à Nantes, j'en retrouve de l'époque de Nantes. Et, et en fait, j'ai toujours eu des patients qui étaient des locaux et des patients qui viennent de très très loin. Moi, je travaille beaucoup en séance unique, notamment voilà grâce au CEREC. Et c'est vrai que en fait il y a une sorte de bouche à oreille là-dessus quoi. Et donc moi j'ai des gens si tu veux qui viennent du Havre, qui viennent des fois de Paris, enfin qui viennent de super loin, du Mans, tu vois, enfin et parce que justement ils savent que on va être très très efficace dans la prise en charge. Une séance de diagnostic, une séance de soins quand on est sur des soins classiques quoi. Ok. Euh, Et donc, ça, donc c'est quelle année le déménagement? 2023, c'est ça? ouais, Je reprends. 2022 je crois. Ouais, 2022. Ouais, oui, Attends, j'ai ton CV. et peut-être que je l'ai pas bien mis à jour, Non, voilà. ouais, 2023. Oui, parce qu'en fait, tu mets 2012-2023, Omnipratique d'Inter à Nantes, Châteaubriand et Trélières, France. Oui, ok. Oui, Et oui, après, tu as 2025, c'est 2023-2025, 2025. 210 membres de cabinet accompagnés à l'organisation et leur épanouissement. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais voilà, toujours le cabinet, voilà. Et là, on a un projet, du coup, on s'agrandit avec une nouvelle construction, un nouveau ca Parce que là, quand tu remontes ton cabinet, donc là, tu es à Nantes même ou non, non? c'est Trélières, c'est la Ouais, banlieue nord de Nantes. d'accord. Et donc là, tu refais une création, ou tu rachètes un cabinet? Et là, quand je suis arrivé à Trélières, là, c'est Oui, une création. Donc là, je suis passé par études de marché, où est-ce qu'on manque de dentistes, enfin, je suis vraiment passé par un schéma, très classique, tu vois? d'accord. Où je Et là, déjà, au bout de 2 ans, tu t'agrandis. Ouais, ouais. En fait, pour te faire l'histoire, quand j'ai construit ça, je l'ai construit pour moi tout seul. D'accord. Alors il est très grand, il est quand même 320 mètres carrés si tu veux, mais dans mon fonctionnement, c'était ça dans ma tête, tu vois? Mais comme ça a mis 4 ans à se faire, moi ça reste un moment, j'ai énormément mûri dans ma façon de gérer le cabinet, de diriger le cabinet, là où je me voyais tout seul, maintenant aujourd'hui on est 3 associés. Donc voilà, Colline Dufresne, Laura Brodeau, elles sont incroyables, tu vois? On s'est très, très bien, trouvés ensemble. Et finalement, là, on se retrouve full. On est complètement full, tu vois. Et on se dit, mais on est quand même jeune. Hein, j'arrive sur mes 40, tu vois, mais quand même, je trouve un peu jeune pour Mm. être au bout du système. Et du coup, là, voilà, on a eu des discussions. Il y a un terrain qui s'est libéré en face. Et donc là, le fait de se dire, ok, allez, nouveau challenge, Ah, on y c'est-à-dire que tu va. agrandis même pas ce que tu as, c'est que Non, tu bouges. on construit un nouveau. Ouais, ouais. Putain. Et tu veux pas agrandir celui que tu as là? Il n'y a pas la Pas place? vraiment, non, c'est pour ça, sinon on agrandirait. Mais il est difficile à agrandir en fait. C'est une ancienne maison avec les PLU et tout. Enfin bref, c'est tout un Mm. bazar. Donc Ok. voilà. Et donc voilà, ce sera. Mais après moi j'adore construire. J'adore construire. Alors c'est des galères. Hein.
J'adore l'immobilier, j'adore construire. Ok. Et donc, Regarder construire, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, suivre le chantier plutôt. et là, sur ton cabinet, vous êtes quoi? Vous êtes en CELARL, vous êtes en SCM, vous êtes On est 3 en CELAS. CELARL en SCM? Ouais, enfin, CELAS, même pour être précis. Et voilà, ouais, CELAS, on a des holdings, etc. aussi, tu vois, Vous avez SPFPL. chacun votre CELAS? Non, on a une CELAS. Ah, vous avez une CELAS, ça c'est assez original. Ça veut dire Ouais, que vous êtes vraiment associés, quoi. exactement. Ok. Exactement. C'est le but, il y a évidemment 100 façons, tu vois, de s'associer, hein, mais c'est l'idée d'être dans le même game, tous ensemble. Donc en fait, t'as aucune, je sais pas, il y a aucune compétition. On est chacun en train de travailler pour le cabinet, tu vois, pour Oracle. Et on n'est pas, voilà, en train t'auras jamais aucune question d'un patient. Enfin, on va prendre l'urgence de l'un ou de l'autre. On va pouvoir, selon nos spécialités internes, eh ben, on va pouvoir se passer un patient parce qu'on sait que c'est l'autre praticien, tu vois, qui va être meilleur, mieux placé pour le prendre. En aucun cas va venir se dire, je suis en train de perdre un patient, quelque chose, quoi. Et donc, alors c'est quoi, vous êtes à 33% chacun? Non, alors aujourd'hui, moi, je suis à 75. En fait, si tu veux, j'ai gardé le leadership sur la partie cabinet à Ok. l'heure actuelle. Donc c'est 75, 12-5, 12-5 alors. Alors, c'est pas égalitaire, mais voilà, si tu veux être plus précis, mais aujourd'hui, c'est pas 100% égalitaire entre les deux autres associés, D'accord. parce que elles sont pas arrivées au même moment. Et donc, en fait, on s'est mis c'est-à-dire une clause de revoyure à 18 mois pour D'accord. vérifier Et si après, comment ça se passe? Tu as déjà un plan sur 7 ans, sur des LBO, ou tu leur Ouais, revends, ouais, ou bah, en comment fait, ça? on a un LBO qui est en place, c'est pour ça. On a la CELAS, mais on a une SPFPL. Et là, je suis à 75 sur la SPFPL. D'accord, ok. Ok. Donc oui, c'est mûri, quoi. C'est Ouais, mûri. ouais, ouais, c'est mûri. Oui, oui, ouais. Et si tu veux faire rentrer du 109, comment ça se passe? Il faut que tout le monde soit d'accord, ou il y a total la majorité de Alors, décision? ouais, en soi, après, bah, effectivement, tu peux dire que c'est la majorité qui l'emporte. Maintenant, pour rentrer, j'ai envie de te dire qu'il me semble que ça doit être l'unanimité. En fait, enfin, ouais, je te dirais que c'est même pas C'est même une pas un question sujet, là. aujourd'hui, tu vois. Enfin, voilà, C'est vraiment. pas un sujet à 3. Ah bah si, c'est un sujet à trois, justement. Oui, non, Enfin, mais c'est pas un sujet parce que vous êtes 3 et qu'il y a un mouvement, et voilà. Ça oui. peut devenir, les statuts, ils sont ce qu'ils sont, et ils seront là dans 10 ou 20 ans. C'est-à-dire, ça peut être un sujet si un jour vous êtes 6 ou 7 et que il y en a un qui Ouais, peut bien pas sûr. être d'accord sur Après, un truc. effectivement, t'as un pacte d'associés pour expliquer comment on va prendre toutes nos décisions, tu vois. Et y compris, nous, l'histoire quand tu fais un LBO, c'est l'histoire que normalement, t'es tous engagés sur 7 ans, si tu veux, la durée du LBO elle est de 7 ans. Donc, c'est vrai que on est tous engagés là-dessus. Et donc, c'est pas qu'on peut pas sortir, par exemple, on peut sortir. T'as Mais pas si on intérêt. sort, c'est neutre, quoi, si tu veux. Enfin, Mm, voilà, mm. on n'est pas, Et l'histoire. le LBO, donc le prochain LBO, tu gardes la majorité, Alors, ou tu risques de la tu perdre? vois, ça va être dans 6 ans. Donc, en fait, Ça vient vite, hein. donc voilà, ça va vite, tu vois, mais voilà, moi, comme ça, d'instinct, je te dirais que le prochain, je devrais garder la majorité. Maintenant, dans les faits, ben, quand je vois ce qui s'est passé les 6 dernières années, je me dis dans 6 ans, c'est quoi? On aura une nouvelle structure qui sera plus grande, ça dépendra combien on est, ça dépendra de tellement de facteurs. Et l'immobilier, c'est qui est-ce qui est propriétaire? C'est toi ou c'est la CELAS? Cabinet aujourd'hui, c'est moi, d'accord? Et puis sur le prochain cabinet, du coup, là, Ouais, tout le on monde, aura oui. tous les trois départs. Enfin, avec moi majoritaire, mais on aura tous les trois départs. Ok. Et qu'est-ce que tu vas en faire de ce truc? Ça se vend, ça, à Trélière, là? Je sais Alors pas. moi, le but, c'est j'ai un autre projet en tête voilà, de monter une autre structure, tu vois, sur le cadre de la santé. Donc là, à ce stade-là, c'est, voilà, on va dire que c'est pas non plus ultra confidentiel, je peux t'en parler, mais c'est plutôt autour de la médecine esthétique, justement. Euh, D'accord, de faire un espèce de centre ouais, où ils font du peeling et voilà. le Trouver un endroit matin, pour les faire et de l'amincissement manger. l'après-midi. Ok, non, mais c'est intéressant, c'est Voilà. Et en intéressant. fait, non, parce qu'il y a voilà, parce qu'il y a une vraie demande. Et c'est vrai que tu vois, moi, j'ai une vraie part entrepreneur en moi qui s'est développée aussi dans les années. Et voilà, c'est une occasion entre guillemets en or aussi d'aligner plusieurs choses qui sont en moi, que ce soit le côté entrepreneur, le côté justement sur l'esthétique que je fais dans la partie bien sûr dentaire, mais que j'adore voir aussi en dehors. Et on a plusieurs voilà possibilités. On est un peu voilà, enfin c'est juste qu'il faut savoir bien le faire parce que ben évidemment l'ordre nous impose quelques règles quand même, hein, pour la façon dont ça se fait. Mais voilà, c'est le but de voir quelque chose dans cet esprit-là qui se forme en face. Ça peut être très très intéressant. Ok.
Alors, justement, tu parles de ce côté entrepreneur. Ce qui est assez intéressant, et tu verras si tu écoutes le podcast de Julien Lopi qui sera diffusé avant la diffusion de celui-ci, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on avait abordé le sujet de se dire que les gens qui sont aujourd'hui dans les instances ordinales, syndicales, professionnelles, quand tu reviens à leur stade étudiant, ils étaient déjà impliqués dans quelque chose. En fait, c'est tu deviens pas président d'un syndicat comme ça. Alors, il y en a peut-être qui vont confirmer la règle, mais ce que je veux dire, c'est que et il y a toujours une espèce, dès la vie étudiante, c'est des gens qu'on retrouvait dans les BDE ou les corpos, je sais pas comment vous appeliez ça. C'est assez intéressant. Et toi, effectivement, tu te retrouves vice-président UNECD. Alors, je sais pas comment c'était à l'époque, mais là, j'ai l'impression que des vice-présidents, il y en a plus que de reste. Oui. Ouais. Vice-président En quand fait, même du c'est CA. vice-président en charge des relations internationales. Donc, Ok, c'était pas donc, ah oui, c'est pour ça que tu es allé à l'ETSA après. Oui, exactement. Ok. Ouais. Et donc ça, c'était en quelle année? Ouais, non, j'étais déjà parti, moi, parce que à l'ETSA, c'était... Toi, tu es diplômé de 2012, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un des présidents de l'ETSA, ça a été un Anglais de Birmingham à l'époque, mais c'était 2006-2008, c'était avant que toi tu... Ouais, C'est quand moi j'étais à Birmingham, le président de la European... C'est quoi? European Dental Association à la fin. European of Dental, je me souviens le logo avec les étoiles, et c'était un jeune de Birmingham qui était président de ça, et après ça a été un Français, je crois d'ailleurs. Donc comment tu te retrouves alors déjà tu es responsable événementiel à l'AEOB de Oui, Brest, c'est ça? Et exactement. donc là c'est quoi? C'est que tu organises des soirées? Tu fais quoi? Et oui, réponse courte. En fait, c'est là où je trouve ça dingue, si tu veux, c'est que tout ça n'aurait jamais eu lieu si j'avais eu ma première année du premier coup, ou même si j'avais redoublé ma première année de médecine. Ça arrive parce que je suis arrivé juste après certaines personnes dans les promotions qui étaient très impliquées dans les Mhm. assos étudiantes, tu vois, à Brest. Et j'aurais été là une année avant, j'aurais eu entre guillemets aucune place dans le système. Et ça m'a permis finalement d'arriver à un bon moment. Et puis à un moment, on m'a, je sais pas, pris par la manche en me disant, mais viens à un congrès, viens voir comment ça se passe. Et j'en ai fait un. Je me dis tiens, c'est sympa. J'ai pris du coup des responsabilités de ce qui me plaisait. C'était voilà l'organisation d'événements. Enfin, franchement, ça reste un driver de toute ma carrière. Hein, la partie organisation, Mhm. c'est pas venu de nulle part. Et donc ouais, j'organisais, mais on avait besoin de nous dessous à l'époque. Donc on avait des partenaires, mais dans la petite fac de Brest, si tu veux, c'était pas non plus la folie quand même pour trouver des partenaires. Mhm. Et du coup, on organisait des grosses soirées étudiantes avec tout le pôle universitaire, de toutes les facs. D'accord. Et on a fait des soirées comme ça, des soirées Halloween, mais dans les salles sous la mairie, des trucs à 500-600 personnes, avec les DJ sets, etc. Et voilà, donc c'était une grosse organisation. Et donc on a fait voilà, organiser des soirées que c'était complètement dingue. Et toi, Et tu étais à l'organisation uniquement odontologique ou c'était à l'université? ouais, c'était vraiment l'asso dentaire Et qui qui faisait 500 organise, personnes? ouais, qui faisait la soirée de, c'est ouais, 600, je crois, sous la mairie, là, la plus grosse qu'on avait fait. Et du coup, on allait, si on a fait on a organisé je crois que c'était les Mister Campus ou un truc comme ça. C'était nous qui les organisions. Tu vois, enfin, non mais voilà, bref, voilà, la vie étudiante, quoi, si tu veux. Et donc c'était complètement dingue, sachant que j'étais quand même l'ovni dans l'histoire parce que je buvais pas une goutte d'alcool et je fumais pas, tu vois. Donc j'étais une sorte d'ovni dans l'événementiel Mhm. voilà, qui rentrait pas dans les cases classiques. Et voilà. Et en fait, ça m'a amené en congrès national donc au niveau de l'UNECD. Euh, Mhm. et en fait, c'est pareil, c'est venu d'une discussion. C'était à l'époque, c'était Maëlys Bugeaud qui allait être présidente l'année d'après. Et elle était sur un voyage humanitaire au Pérou, tu vois, qui était organisé avec la fac de Bordeaux. Et ils partaient à 4 et un des gars se désiste. Mais on était, je sais pas, ouais, 2 mois avant le départ, tu vois, quelque chose comme ça. Mhm. Et voilà, puis en fait le feeling passe bien, on s'entend bien, et puis elle me dit il y a une place, Viens, enfin il y a les viens au financements, Pérou. viens, viens passer 5 semaines au Pérou, voilà. Et j'adore, bien sûr, allez, let's go, tu vois. Et donc finalement c'est comme ça. Alors d'ailleurs le petit aparté, c'est que le voyage au Pérou, on est tombé en pleine grippe A. Ils ont Ok. fermé toutes les écoles, genre 2 jours avant qu'on arrive. Enfin donc bref, donc finalement notre mission humanitaire s'est résumée, je pense, à 2 interventions devant 20 élèves. Mais voilà, écoute, on a visité hein, du coup. Et puis du coup ce qui fait qu'après je suis rentré dans le bureau de l'UNECD.
Et donc sur la partie relations internationales, parce que j'ai toujours adoré voyager, je me suis toujours quand même pas mal dépatouillé en anglais parce que mon père, il était peut-être prof de PS, mais il adorait l'anglais et qu'il avait beaucoup de connexions en Angleterre. Donc en fait, j'allais avec lui au collège 3 semaines tous les ans. J'allais camper avec lui dans le Dartmoor et j'allais en même temps à l'école, donc à D'accord. Brighton, etc. Enfin voilà. Et du coup, on allait j'allais au collège là-bas tout mon mois de juillet quand j'étais au collège. Ok. Et donc, du coup, en anglais, ça allait, quoi. Donc, ce qui était pas des plus courants, donc ce qui me Non. permettait Et d'aller toujours pas en... d'ailleurs. Non, Toujours toujours pas. pas, Et mais d'ailleurs, voilà. Tiens, toi, tu parles un peu anglais, bah vas-y, on t'envoie. ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, je reviens juste du Portugal. On a passé une semaine au Portugal pour notre future installation. Et la réflexion que je me faisais, c'est que tout le monde parle anglais là-bas. Mais tout le monde, quand je dis tout le monde, truc tout bête, on est à l'aéroport, il y a un gamin hier, je sais pas, un gamin, il avait 10, 11 ans, et puis il vient me voir, il me parle en portugais. Je dis, écoute, je suis désolé, je parle pas. Et le môme se même parle en anglais. Et là, ça m'a séché quand même, parce que tu te dis, ouais, il a 12 ans, puis en plus, un anglais parfait, enfin, très bien. Peut-être pas parfait, mais enfin, tu comprenais, mes gamins, tu vois, ouais, étonné. J'étais étonné. Et là, tu te dis, ouais, putain, en France, on a un vrai problème avec ça quand même. Un vrai problème, parce que tu te rends compte que bah, sans langue étrangère, tu t'es bloqué, quoi. Ah, c'est ça. Et moi, là, ce qui m'avait souvent le plus bluffé, c'était les Roumains. Parce que les Roumains, déjà, souvent, ils parlent très bien français, beaucoup, Mm. c'est quand même dans leur culture. Mais l'anglais, ils te parlent anglais, mais donc effectivement, mais complètement couramment, et puis avec l'accent de New York, quoi. Mm, Et puis, mm, du coup, tu questionnes un peu, tu dis, mais attends, enfin, d'où ça sort? Enfin, c'est quand même mm. assez bluffant. Et c'est vrai que c'est dans leur culture, c'est-à-dire que jamais ils regarderont un film en sous-titré. Si le film est C'est en surtout que ça n'existe pas. ouais, C'est non, que les Libanais. mais voilà, ça part de là l'histoire, tu vois, parce qu'ils disent, ben, c'est tellement mal sous-titré, ben, mal doublé qu'on n'en veut pas. Et en fait, effectivement, que ce soit en espagnol, en italien, en anglais, en américain, ils ne voient que en VO, quoi. Mm, Et mm, rien mm, que ça, depuis tout petit, ben, ça leur donne une culture incroyable. Plus mm, après les mm. cours qu'ils ont, mais c'est vrai que là, au niveau culture, c'est complètement fou. Ouais, c'est étonnant. Toi, ma fille vient de passer enfin, elle a terminé, là, elle attend les résultats des concours d'ingénieurs et des grandes écoles, donc les mines centrales, etc. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle a des copains alors, qui sont bien meilleurs qu'elle en maths physique, et en fait, les mecs, ils se font taper sur l'anglais. C'est un truc de fou. Il y en a un, je sais pas, il a tapé 15-16 en maths, 14 en physique et 4 en anglais. Et donc, le mec perd. Putain, c'est là, tu te dis, incroyable quand même. Parce que les écoles d'ingénieurs ont mis des quotas maths physique, mais comme les mômes, ils sont tous au même niveau, donc derrière, ils essaient de sélectionner, et français-anglais. Le français, et une de ses copines, elle s'est tapé 4 en maths, 17 en français, et ben elle est au-dessus d'eau, dans une école d'ingénieur. Et l'anglais. Et en fait, j'étais étonné de voir autant de gamins qui sont brillants, mais vraiment, quand tu discutes avec eux, tu sens que ça fuse, etc., mais incapables d'aligner 3 mots en anglais, quoi. Mm, Les mômes, ils sont à l'oral et ils sèchent. Et ils mm. sèchent complet, tu vois, donc c'est une force, c'est une force. Et donc tu deviens vice-président aux relations internationales de Bon, l'UNECD. la Et boîte. c'est quoi l'activité des relations internationales de l'UNECD? Pour moi, l'UNECD, aujourd'hui, c'est un mystère. On ne sait pas ce qui s'y passe. Voilà. Est-ce qu'il s'y passe quelque chose d'ailleurs? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a autant de vice-présidents qu'il y a de membres. Ils sont tous vice-présidents de quelque chose. Qu'est-ce qui s'y passe à l'époque, à part le Pérou? Ben, écoute, à l'époque, mais je pense qu'avec les années, ils se sont encore plus structurés d'ailleurs, tu vois. Et bah, en tout cas, moi, mon rôle, c'était en gros de représenter la France au niveau de l'Europe, et on essayait d'avoir dans une sorte de discours un peu d'homogénéisation des pratiques, tu vois, de parler justement de nos études. Il y avait quand même, c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était, je pense, encore plus important, des différences gigantesques entre les différents types d'éducation, tu vois, qu'on pouvait recevoir, les différentes filières universitaires. Mhm. Donc on avait effectivement, ok, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Tu avais des projets humanitaires aussi qui du coup étaient faits à l'échelle européenne, tu vois, qui étaient vraiment intéressants. Donc c'était vraiment voilà comment connecter les pays ensemble et de se dire qu'on est surtout qu'après si tu veux, on se calquait par rapport à l'Europe, c'est beaucoup plus intéressant de venir travailler ensemble sur la façon dont on va, enfin, dans l'éducation qu'on va recevoir dans les universités européennes. C'est plus intéressant si on le discute ensemble que si on est chacun de notre côté. Et écoute, ça a apporté beaucoup. Après, concrètement, dans la vie de tous les jours des étudiants, bien sûr, c'est des choses où tu vois pas directement
le résultat. Enfin, voilà. Maintenant, on a essayé, voilà, enfin, ça connecte les gens avec des pays qu'on n'aurait pas imaginé, tu vois. Enfin, vraiment, c'est de très belles années. Enfin, je trouve que c'était quand même hyper intéressant. Et après, tu fais des sous-commissions, t'as des projets. Enfin, donc, voilà, si tu veux, c'est comme pour aujourd'hui, je pense, plein d'associations. Peut-être que de loin, les associations même européennes, tu vois, le CED ou ça, on va dire, bah, c'est pareil, qu'est-ce qui s'y passe? Parce que tu ne perçois pas la valeur au quotidien. Mais en fait, finalement, des grandes décisions que tu vas avoir, même, enfin voilà, ou juridiques ou des choses comme ça, ben, elles viennent de toutes ces commissions, sous-commissions, si tu veux, qui ont été faites dans les années, quoi. Et qu'après, t'as des gens finalement, qui sont interrogés fondamentalement sur les différences qu'il y a, sur l'intérêt ou pas de garder ces différences. Et je pense mais en fait, ce qui est assez perturbant avec le NECD, c'est que tous les ans, tu changes de bureau. Et on a l'impression, toi, autant dans les ministères, on change de ministre régulièrement, mais tu sais qu'il y a des chefs de cabinet, des trucs qui travaillent au fond et qui font le lien d'un passage à l'autre. Là, avec l'UNECD, et encore une fois, il faudrait d'ailleurs que j'invite un des alors, le problème, c'est que tu veux inviter quelqu'un de l'UNECD, tu en as 12 qui sont susceptibles de venir, puis il faut que ça discute. Puis le jour où tu vas me dire, ben non, mais l'équipe a changé. Il y a une espèce de facteur temps, en fait, qui est assez perturbant. Je dis pas qu'ils font rien du tout, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une organisation, elle est moins visible que ce qu'elle n'a été. Vraiment. Elle a été, moi, quand j'étais étudiant, l'UNECD, c'était Guillaume Paradis qui était président. On y allait, c'était en plus à l'époque où se mettait en place le statut hospitalier des étudiants. Enfin, franchement, il y avait, tu sentais qu'ils étaient là, là, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est devenu une association d'étudiants, elle est plus visible. Voilà. Je me trompe peut-être, hein, certainement, mais quand on essaie de les contacter, tu te balades de mail en mail, et puis au bout d'un moment, c'est 12 mois, puis hop, c'est un autre truc. Donc, je suis moins convaincu. Je sais pas comment ils sont organisés maintenant, parce que moi, j'avais vu, après, quand j'étais à l'EDSA, tu vois, dans ce rôle de relations internationales, je m'étais notamment retrouvé en congrès, tu vois, à Los Angeles, et j'ai vu que eux, effectivement, aux États-Unis, ils sont organisés avec, tu vois, un bureau qui est préélu, quoi. Tu vois, t'as le président élu. Ouais, t'as une vraie, ils sont tous là 2-3 ans. Tu vois, voilà. Et ben là, ça a du sens. Et là, effectivement, tu sentais bien que la structure était différente. Mais tu vois, voilà, j'ai peut-être une bêtise, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils ont mis ça en place. Mais voilà. Je sais pas. Alors, c'était pas le cas l'année dernière. Hein. Ça, je peux te le dire. Moi, pendant 3 ans, on s'est épuisé d'ailleurs. Au bout d'un moment, on a dit bon, allez, on laisse tomber, parce qu'on voulait vraiment travailler avec les étudiants, voir. Voilà. Bon, en plus, ils sont quand même beaucoup sous la coupe de l'ADF, voilà, ils te disent mais non, on a une organisation de l'ADF, donc on fait bon. Mais tu peux pas discuter en fait. On les voit une fois à l'ADF parce qu'ils cherchent des sponsors. Et puis après, tu leur envoies des mails, ça répond pas. Bon, peu importe, c'est pas. Et donc, par contre, je me souviens, moi, quand j'étais à Birmingham, l'organisation, le bureau des étudiants de Birmingham, je peux dire que c'était hyper structuré. Et tu avais un mec qui prenait un mandat, alors je sais plus si c'était 2 ou 3 ans, mais c'était vraiment. Alors, il y avait en local et puis au niveau national. Au niveau national, le mec pouvait rester président même une fois qu'il était plus étudiant. Tu vois, c'est-à-dire qu'il pouvait finir son mandat, c'est-à-dire prendre son mandat en 4e année, il faisait 4, 5, 6 ou 5, 6, et puis voilà. Mais il y avait une vraie continuité, et c'était... bon, maintenant, ils sont peut-être probablement très très bien organisés, et que ça se voit pas, et que je suis pas assez dedans. Hein. Et à l'EDSA, donc tu faisais quoi là-bas? Bah, du coup, j'étais vice-président en charge des relations internationales. J'avais le même titre. Dans l'autre Mais sens. pour l'Europe. En fait, si tu veux, à l'UNECD, je représentais la France à l'international, mais globalement, c'était au niveau européen. Et au niveau européen, je représentais l'Europe dans le monde. D'accord. Donc, Okay. voilà. Après, ça restait quand même. Voilà, c'était pas non plus une évidence il y avait très peu d'associations de la même dimension que la nôtre, si tu veux, dans le monde, quoi. Tu avais l'association US, ce qui m'avait amené aux USA. Mais ce niveau de structuration était quand même peu trouvable dans le reste du monde, quoi. Si tu veux, même je sais pas, tu visais l'Australie, enfin, t'avais pas, voilà, donc t'avais pas ce niveau de structure. Donc finalement, c'était quand même beaucoup l'Europe, en fait, c'était pas après mon rôle propre, mais surtout le DSA, c'est discuter avec les instances européennes, tu vois. Enfin, c'est vraiment de faire peser la voix des étudiants
auprès des instances, parce que eux, justement, prennent des décisions au niveau européen qui impactent l'éducation de toutes les universités. Enfin, tu vois, on l'a vu avec la reconnaissance des diplômes, l'impact des décisions, il est quand même très, très important, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment avoir une voix au chapitre au niveau des étudiants. Ok. Et, ok. Et donc, ça t'amène derrière à travailler dans un réseau. Et est-ce que c'est ce réseau qui va t'amener à la présidence des CDF en Loire-Atlantique ou... Oui, je pense que si tu déroules un peu l'histoire, oui, c'est les connexions par des congrès, par des réunions, tu vois, où on croise forcément des syndicats. À l'époque, parce que alors maintenant, je sais plus à quel point, si tu veux, se fait la répartition, tu vois, en termes de syndicats exactement aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment les chirurgiens dentistes de France, tu vois, qui étaient quand même les plus présents. Donc, on retrouvait le plus, si tu veux, dans les commissions, les contacts se passaient bien. Et effectivement, c'était intéressant pour moi au niveau local, tu vois, au niveau départemental. J'entrais dans le bureau et voilà, je trouvais intéressant d'avoir ma petite action, tu vois, possible et voilà justement dans tout ce qu'on peut faire en termes de syndicat, tu vois. Ok. Et là, tu l'es toujours le président ou t'as arrêté? Non, ça fait longtemps. Enfin, du coup, c'est vraiment, je pense, je sais même plus l'année que je t'ai mis, tu vois, mais peut-être je Il serais n'y a pas. pas d'année. Il y a pas l'année. C'était il y a, non, c'était il y a 6 ans ou 8 ans. Enfin, je sais plus. C'était il y a un petit bout de temps quand même. Ok. Et tu restes président combien de temps alors? C'était pas extrêmement long parce qu'en plus c'est parti d'un poste d'intérim à la base, durant, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. D'accord. Et pourquoi tu restes pas alors? Après, il a fallu faire des choix. Enfin, c'était des choix de temps, tu vois. Et il a fallu faire des choix et je me voyais pas tout cumuler. Tu vois, il y a un moment, les formations à New York, le syndicat, le cabinet que je veux faire tourner comme je veux, une vie. Alors, j'ai pas ma fille à l'époque, mais voilà, enfin une vie de couple. Il y a un truc qui matchait plus. Tu vois, il y a un truc qui matchait plus je pense, tu sais quoi, je pense avoir eu un ultimatum à l'époque de la part de la mère de ma fille qui a dit stop là, tu choisis, tu vois. Il y a un moment, choisis un truc, tu vois, voilà. Okay. Et est-ce que les choix est-ce que ça a toujours été en accord avec ce que proposait le CDF au niveau, je pense au RAC 0, je pense à tout ça. Est-ce que ça a toujours été en accord avec ça ou il y a un moment tu t'es dit ouais en fait je vais faire le choix d'autre chose parce que là je sens que je suis plus d'équerre avec ça quoi. Moi, la décision, elle a vraiment été sur le cadre, on va dire personnel, sur cette époque-là. Voilà, je vais pas te dire que c'était sur les décisions. Sur les décisions qui ont pu être prises, bien sûr que j'ai pas été toujours fondamentalement raccord. Maintenant, si tu veux, pour avoir vu les gens qui y travaillent, après c'est sur le cas dans d'autres syndicats bien sûr, mais c'est qu'ils font le maximum, tu vois. Enfin, moi j'ai toujours pour moi ressenti le fait que même si la décision finale me paraît des fois un peu, je sais pas, aberrante ou pas, voilà, je me dis écoute, il y a un côté je fais confiance dans le process en disant c'est probablement qu'ils ont vu que c'était la meilleure porte de sortie qu'on pouvait avoir. Et donc d'accord avec tout, non, bien sûr. Maintenant, j'étais un peu resté dans cette position-là. Après, voilà, tu vois, c'est un truc où j'ai plus aucune responsabilité ou quelque chose comme ça, mais ça fait des années, quoi. Donc après, c'est-à-dire que ils ont quand même pas mal souffert à un moment donné. Et effectivement, moi j'avais été surpris. J'ai jamais été très en accord avec la façon dont ils voyaient les choses, notamment le RAC 0, qui, à mon avis, a été une. Ouais, Et j'entends que c'était ça ou rien, ou que voilà, et que c'est facile aussi quand t'es pas dedans de dire c'est pas ça qu'il fallait faire. Moi, j'avais vu Thierry Soulier, je me souviens, on avait discuté à un dîner. Il m'avait étonné. Il est très sympathique. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la direction. Alors, je me serais pas syndiqué au CDF pour autant, mais j'avais effectivement eu le vent enfin, sa façon de voir les choses et expliquer le cheminement. Après, on peut se désoler du résultat. Néanmoins, je trouve que le chemin qu'il avait fait pour l'expliquer était assez intéressant. Et puis, bordel, il y passait du temps, quoi. Donc, il y a un moment, il y a aussi ce respect des gens qui se mouillent. Et moi, j'ai toujours dit, bah, si ça va pas, tu vas mouiller ta chemise. Bon, moi, c'était pas mon truc.
il y a d'autres présidents. Si j'avais bien aimé Léron aussi, très sympathique. J'avais moins été en raccord avec il y a une femme après Catherine. Catherine Mojalski. Voilà, là j'étais. Je trouvais qu'en fait la communication. Et puis après on est rentré sont arrivés les réseaux sociaux. Et là on est arrivé dans la guerre des syndicats avec des mecs qui enfin voilà, ça se chahutait là-dedans. C'était, je trouvais que ça prenait un sale virage. Et je crois que ça en a écœuré beaucoup en fait. Déjà, c'est une profession qui est difficilement syndicable, mais je crois que justement la tournure que ça a pris et le fait que à chaque fois qu'il y a des élections URPS qui arrivent, là on commence à retrouver une animation des syndicats, puis après ça disparaît. Ça c'est très politique si tu veux, c'est très calqué sur le monde politique. Donc alors ça, mais voilà, pour moi c'est un truc que j'entends 100%. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et moi j'aime beaucoup Patrick Solera et ce qui est assez marrant, je sais pas si tu le connais personnellement, mais il est complètement aux antipodes de ce qu'il paraît être. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu connais Patrick, tu vas bouffer avec lui, tu te marres. Et c'est un mec sympa. Et puis moi je lui dis, mais pourquoi tu fais ça sur les réseaux en fait? Il me dit ouais, c'est un rôle de présidence et on peut pas voilà. Et c'est assez curieux. Enfin, c'est un concept. D'abord, la politique, pour ceux qui me connaissent, c'est un truc qui a toujours été abstrait pour moi. J'en ai même souffert. Hein. C'est pour ça que j'ai jamais été président de quoi que ce soit en France. Je ne comprends pas. En fait, je comprends pas la notion de compromis. Je peux pas me compromettre. Je peux pas accepter quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Ça, c'est un truc, quoi que je l'ai fait une fois sur une publication de l'ESE, mais ça, c'est autre chose. Mais surtout sur des... Voilà, je peux pas... je peux être très copain avec quelqu'un qui a pas les mêmes idées politiques que moi, mais par contre, je peux pas lui donner ma cotisation. Ça, c'est juste pas possible. Ok. Et donc, ça, c'était un passage. Et alors, maintenant, ce qui est assez marrant, c'est que dans les expériences hors clinique, tu mets donc responsable événementiel à l'UOB, vice-président de NECD, EDSA et CDF, mais tu mets pas ton intégration à C2S. Oui. Ah oui, bah oui. Alors que ça reste quand même... évident. En fait, tu sais quoi, je pense que c'est tellement évident que oui. Ouais. Mais pour le principe d'un CV, c'est de connaître les gens. Et en fait, si tu veux, quand j'ai lu ton CV, je me dis, tiens, c'est marrant, il a arrêté le cabinet en 2023 et maintenant il fait que du coaching. Et ça m'étonnait parce que je me dis, c'est quand même bizarre le mec. Il fait le Cois Center en 2024, mais il n'y a plus de cabinet. Alors là, j'avais du mal à... L'investissement n'est pas au bon endroit là. Non. Et tu l'as fini le Cois Center ou tu as tout fait ou Non, j'ai fait une première semaine et je fais la deuxième l'année prochaine. D'accord. Je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça fantastique comme expérience. Et puis d'ailleurs, John Coyce, je l'ai revu aussi à Miami. Il était avec Coachman pour un séminaire exceptionnel là sur 2 jours. Il y a quelques mois. Et voilà, enfin, je trouve complètement dingue en termes de niveau ce qu'ils sont capables d'apporter et tout leur indépendance de pensée quoi. C'est François Lebigot qui m'avait fait découvrir le Coach Center et d'ailleurs je crois, je sais pas s'il y retourne encore en tant qu'enseignant parce qu'en fait il y a aussi ce système. Tu connais François Lebigot d'Ajaccio, non? Et c'était à ma connaissance, ça a été un des premiers en France à aller faire le. Puis c'est un mec qui est hyper discret, il avait rien dit. Là je crois qu'il y a Lauriane Bas. Tu connais Lauriane? De nom. Après, ceux qui l'ont complètement fini, je crois que tu le trouves sur leur site, mais alors ils sont une poignée parce que du coup, c'est assez intense et je sais même, je crois qu'ils sont 5 ou 6, je sais plus. Oui, il y a 5 ou 6. Bah, il y a Lauriane, alors elle est suisse, il y a François Lebigot, c'était à mon avis un des premiers à le faire, puis il y en a un autre qui s'appelle Mollard, Gordon Mollard, ça te parle? Ouais, le nom. Voilà. Et lui, il l'a fait. Et effectivement, François me disait que le mec est très très étonnant. Par contre, tout est centré autour de lui. C'est-à-dire que le jour où il disparaît, le truc, c'est compliqué, quoi. Ça reste un peu. Tu sens qu'il y a une problématique de transmission dans l'histoire. Alors après, il s'est entouré. Tu vois, moi j'ai trouvé ça dingue justement au séminaire où il était avec Coachman. Ils sont chacun venus avec leur équipe. Tu vois, et chacun, du coup, ils ont chacun fait une conf eux-mêmes. Et puis après, c'est leurs équipes qui ont tourné. Enfin, j'ai quand même la puissance de l'équipe de Coy, c'est quand même folle, quoi. C'était, tu vois, avec Martha Révilla-Léon qui était présente, c'est une tuerie, hein. Bah, c'est un niveau pareil, si tu veux.
voilà, donc c'était complètement transcendant. Et par exemple, chez Coachman, tu te retrouvais pas du tout. Tu avais la conf de Christian qui était folle, et Mhm. puis toute la conf de son équipe, ben, c'est quoi, c'était très commercial. Tu avais beaucoup de mal à avoir la valeur ajoutée. Alors Mhm. que tu sens que chez Coy, ils sont tous là, mais alors ils sont là pour te donner, quoi, hein, tu vois. Enfin, voilà, Mhm. c'est zéro bullshit, on y va, et puis tu repars avec chez toi, et t'as tout ce qu'il faut pour changer ta pratique, quoi. Donc il transmet ça, et je pense que effectivement aujourd'hui, bah, notamment sur la première semaine, il fait encore 90% des cours, je crois, tu vois. Donc il y a Mhm. des semaines où je sais plus combien c'est, 10 heures ou 12 heures par jour. Enfin, c'est une sorte Ah, c'est il une paraît que folie, c'est là. très étonnant. Ouais. Ouais. Alors, c'est 7 heures sharp le matin, Mhm. enfin, bref, ils ont leur propre chef sur place, tu sais, il faudrait pas perdre de temps, tu sais. T'as trois Mhm. quarts d'heure pour manger avec le chef qui est sur place et bim, tu y vas, tu repars. Voilà. Donc, ouais, je recommande vraiment l'expérience. Il y a beaucoup d'attentes, hein, il y a 2 ans d'attente. Mais, Et voilà. donc là, c'est quoi? C'est une formation parce que au départ, c'était très orienté au Cluso, et puis il a ouvert. Ouais, au fur et à Mais... mesure. En fait, après, alors c'est orienté au CLUSO parce que c'est la moitié notamment le premier séminaire, c'est la moitié à peu près en termes de volume. Mhm. Et puis sinon, en fait, il te repasse toute l'omnipratique en Mhm. accéléré. Tu repars avec un truc de 1100 pages et tout en evidence-based. C'est toutes les dernières avancées de la science sur tous les sujets, mais de l'antibiotique, le bain de bouche, le type Donc tu d'anesthésie. prescris plus de chlorhexidine en fait. Je prescris moins de chlorhexidine. Ouais, j'ai mes antennes. Ouais, exactement. Donc, ouais, et on fait des bains de bouche à l'hypochlorite. Hypochlorite à 0,5. Ouais. Donc tu vois, donc c'est un truc, même en arrivant au début de la semaine, tu sais quoi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu Mhm. vois? Et Mhm. puis en Mhm. fait, après, ça te paraît tellement évident, puis tu le mets en place et ça se passe très bien. Donc, voilà. Mais C'est du Daquin en fait. Tu prescris du Daquin. ouais, dans l'idée, c'est ça. Ouais, mais après, tu demandes, nous, c'est en gros, t'as une formule que tu demandes à la pharmacie pour mettre un goût aussi dedans, tu vois. Donc, D'accord. voilà, Ok. pour que ça se passe tout seul pour les bains de bouche pour les patients. Mais ça a toujours été pour moi important, tu vois, justement, de garder une formation clinique ultra solide. Alors, je l'ai fait à vitesse grand V, tu vois, en début de carrière, avec plein de DU, des CES, enfin, puis j'étais vraiment sur 2 grosses formations par an. Bon, au bout de 10 ans, j'ai quand même ralenti un peu le rythme, donc maintenant, j'essaie de garder une grosse formation par an pour voilà, pour rester au niveau et rester aussi en challenge aussi à ce niveau-là. Ok. Ouais, parce que là, je le vois. Donc, tu es passé par des CES. Un Des CES, CES, ouais. un DU d'implantologie à Paris 12. Bah, Tu as fait l'Académie du Sourire. DU d'esthétique buccale à Nice. C'est celui de Robin Sénos ou c'était celui d'avant? non, celui d'avant. Ok. Et là, là, tu as fait 2 ans aux USA, à New York, avec un certificat de Ouais, paro-implantologie. c'est le Bordeaux New York, ouais. Et à la fin, est-ce que c'est pas redondant tout ça? Ou tu apprends toujours quelque chose, je suis sûr, mais est-ce que c'est pas, il n'y a pas un côté, voilà, quand tu fais l'Académie du Sourire, après un DU à Nice, un DU de numérique et esthétique à Brest, Mmh. voilà, est-ce que tu arrives quand même à te nourrir, ou il y a un moment où tu te dis, bon, ouais. En fait, pour t'expliquer comment ça se passait dans ma tête, surtout en début de carrière, je faisais enfin, tu vois, au niveau de la fac, j'ai quand même globalement toujours trouvé que c'était un petit peu plus brouillon. Quand je faisais un DU, je trouvais plus difficile. Quand tu as un DU d'implanto, si tu commences par ça, je trouve un peu Mmh. difficile. Je me trouvais pas forcément à l'aise pour poser un premier implant. Alors qu'en faisant la sapo implant, je trouvais que je Mmh. sortais de là en pouvant poser mon premier implant, tu vois. Et du coup, je faisais les deux en parallèle. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, je commençais par la sabo qui me permettait de poser et hop, je lançais le DU. Et c'était de manière très pragmatique pour pouvoir en parler, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de règles de communication au niveau du Conseil de l'Ordre. Il y en a toujours, bien sûr. Mais tu pouvais pas parler des formations qui n'étaient pas reconnues par l'Ordre. Alors qu'aujourd'hui, tu as quand même le Mmh. droit d'en parler. Et du coup, bah, il y avait ce côté, ok, bah, je fais ma formation privée pour être ultra compétent, et puis je fais une autre formation, bah, en plus, qui va m'apporter effectivement un peu plus, et que enfin, voilà, dont je vais pouvoir communiquer, tu vois. Donc, Mmh. ce qui d'ailleurs m'a valu quelques déboires avec l'ordre pour le DU esthétique, et ça, parce que l'ordre ne l'a pas reconnu, tu vois. Donc en fait, Lequel, celui de Nice? de Nice, ouais. Et si tu veux, il y a un truc quand même, moi, qui reste là-dessus, où je trouve ça dingue de, Dingue. enfin, proposer des formations
ou qui ne sont pas direct reconnus par l'ordre. Enfin, moi, c'est pas reconnu à l'avance. Tu vois, enfin, moi, c'est partie des grandes interrogations de la vie sur le. Je sais pas si c'est l'ordre ou l'université, peut-être un des deux. Non, c'est Mais l'ordre. on nous laisse rentrer dans la formation qui est universitaire où tu te dis, ben, forcément, c'est reconnu, et en fait, derrière, pas du tout. Alors, une des raisons pour ça, c'est qu'un CES, ils ne peuvent pas t'empêcher de le mettre. Oui, ça, c'est comme les masters. Parce que c'est un diplôme national. Ça passe par comme un master. Un master, tu n'as pas à leur demander l'autorisation, tu mets ton master, tu dois juste les prévenir que tu dois mettre le master. Le diplôme universitaire, c'est un diplôme interne à l'université qui l'organise. Donc en fait, c'est une formation privée de l'université. Mais là où c'est effectivement discutable, c'est que le Conseil de l'ordre remet en cause les compétences de l'université. C'est-à-dire de dire, nous, on va décider si votre comité, parce que quand tu montes un DU, et je suis bien placé pour le savoir, à l'université, tu ne montes pas un DU sur un coin de table. Tu passes d'abord au conseil de fac, ensuite au CEVU, et ensuite au conseil de l'université qui te valide, et tous les 3 ans, ils te demandent de dire, OK, combien vous avez formé de gens, etc., et peuvent fermer ton DU. Et là où effectivement c'est très, très discutable, c'est que le conseil de l'ordre s'octroie le droit de dire, nous, on n'est pas d'accord avec votre commission. Et en fait, une des raisons pour lesquelles il refusait ça, c'est quand tu n'as pas d'exercice clinique. Il te dit, s'il n'y a pas de clinique, on ne met pas le DU au truc. En fait, mais t'es qui pour décider vous êtes qui, vous? Peut-être parce que vous n'avez jamais fait de DU. Voilà. Et donc, moi, ma conviction par rapport à ça, c'est qu'à la limite, on s'en fout. Je vais te dire, moi, des titres, j'en ai, des diplômes, j'en ai une chier. Tu regardes mes ordonnances, il y a Stéphane Simon, exercice limité à l'endodontie. Je crois que cette époque de titres sur les ordonnances, c'était l'époque de mon père, il m'était attaché à l'université, machin, etc. Bon. Maintenant, les gens regardent plus ça. Ils regardent plus. Il y a d'autres moyens de communiquer, il y a d'autres moyens de faire savoir, il y a d'autres moyens sur la compétence. Là où les diplômes d'université restent extrêmement importants, c'est au niveau des assurances. Voilà. Et tu vois, on a une formation qui dure 2 ans qui s'appelait l'Advanced Class et qu'on a transformé en diplôme universitaire avec l'université de Gênes. Donc et là, pareil, notre diplôme, il est repassé par le conseil de l'université de Gênes, le conseil et c'est même remonté, parce qu'eux, ils passent au niveau du ministère de l'enseignement de la recherche supérieure. Et donc, ça a été notre formation est accréditée comme un diplôme universitaire de Gênes. Mais la question, c'est voilà. Et donc nous, en tant qu'organisme, on doit soumettre avec le programme, le truc, le machin au Conseil de l'ordre, qui va statuer dans une commission, je ne sais pas qui y a là-dedans, qui va décider si oui ou non ils autoriseront le droit de le mentionner sur les voilà. Bon, globalement, ceux qui nous écoutent, il y a des très bons DU. Il y a des DU qui sont pas bons. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est de te dire, moi, je les faisais en parallèle, d'une côté pour avoir le diplôme, de l'autre côté pour avoir une vraie formation. Je pense que le DU de Nice, c'est beaucoup révisé et qu'aujourd'hui, il doit quand même avoir de la gueule. En implantologie, c'est quand même le seul endroit où tu peux poser des implants, apprendre à poser des implants, parce qu'il y a aussi ce côté, effectivement, ne pas avoir de clinique, c'est compliqué. Ouais. Quoi. Complètement. C'est ça que c'est, en fait, voilà, moi, ça m'a toujours, ça fait une sorte de ping-pong. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup apporté. Alors, et franchement, je partage ton avis sur le fait que maintenant, le mur de diplôme a plus totalement son importance. Mais sur un début de carrière, intéressant, même, je dirais même à titre personnel. Enfin, tu vois, sur la confiance que ça a pu me donner sur aller sur les traitements. Voilà, enfin, ça m'a, là-dessus, vraiment, pour le coup, aucun regret. Et ça m'a fait rencontrer plein de monde. Enfin, il y a tous les trucs parallèles qui est autour, si tu veux. C'est, des fois, t'apprends autant à la pause de 10 heures ou à la pause déjeuner, tu vois, en échangeant avec tes confrères. Et moi, je me souviens encore de discussions, tu vois, avec J.D. Beauchâtel à New York ou des choses comme ça, où tu apprends un truc qui change ta vie, tu sais, en 5 minutes, autour d'un steak, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que ça a apporté pour sortir aussi du cabinet. Et après, si tu veux, cette phase, surtout cette phase clinique très 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 intense, moi, au début de ma carrière, je me retrouvais quand même un peu, l'air de rien, épuisé, tu vois, pas à bout de course non plus, mais je me sentais comme sous un plafond, tu vois, que je comprenais pas trop. Et c'est effectivement là où j'ai rencontré Pierre-Michel Leprado. C'est à cette époque-là que ça s'est fait. D'accord. Et donc ça, tu le rencontres où et comment, Pierre-Michel?
Alors, je le rencontre une première fois pour une masterclass à Marseille, enfin à Aix-en-Provence, dans les locaux de l'Académie du Sourire. J'adore, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Et puis première voilà bonne connexion. Et en fait, il se trouve qu'il est associé à une de mes meilleures amies, Marie Le Bellego, qui était dans ma promo avec moi. D'accord. Et j'ai une première phase, tu vois, dans ma carrière, où il y a un truc comme où on roule un peu des mécaniques. Et nous, enfin, en tout cas, sur la fac de Brest, tu vois, je sais pas pour tous les autres facs, mais nous, vraiment, le discours qu'on avait, c'était vraiment, mais vous savez, vous sortez de la fac, vous avez les dernières données acquises de la science et vous allez apprendre la vie aux dentistes qui ont 20 ans d'exercice. Et tu vois, et donc moi, il y avait un truc où ça tournait très bien. Moi, tout le monde m'a toujours appelé pour me demander des conseils, tu vois, sur l'organisation, sur comment je faisais, tout. Donc, ça roulait très bien. Donc j'étais plutôt, voilà, content de ce que je faisais, quoi, tu vois. Et puis du coup, j'étais là un peu, entre guillemets, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne, tu vois, dans une formation qui est hors clinique. J'étais beaucoup là-dedans, tu vois, pendant 6 ans. Et puis et voilà, donc je rencontre Pierre-Michel Le Prado sur une masterclass. Le feeling passe très bien, mais j'étais pas encore mûr, tu vois. Il me dit, c'est quoi, voilà, enfin, il m'a laissé dans quelques instants, tu vois. Il me dit, faudrait que tu viennes. Et ça m'a pas empêché de passer un coup de fil à ma super pote, tu vois, pour lui demander, écoute, il pense qu'il faut que je vienne, mais vraiment, tu crois que moi j'ai quelque chose à y apprendre, tu vois. Enfin, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et elle me dit à un moment, elle me dit, ben, fais confiance, tu sais quoi, il te le dirait pas s'il le pensait pas. Et Quand il dit faut que tu viennes, c'est quoi? C'est d'aller le voir dans son formation, bureau? tu vois, global management, à Ah la ok, formation d'accord. d'organisation qui est plus poussée, si tu veux, quoi, tu vois, qui permet de voir, voilà, la partie management, des choses comme ça. Et du coup, voilà, ma Marie me dit ça, elle me dit, voilà, il te le dirait pas s'il pensait pas que tu apprendrais quelque chose. Et j'y vais en me disant, bon, allez, tu sais quoi, pour une fois dans ma vie, je vais faire confiance, on va dire, presque à l'aveugle, en me disant, allez, puis je vais bien apprendre quand même quelque chose, tu vois. Hmm. Et en y allant vraiment, j'ai allé dans cette optique de me dire, et là, je crois que j'ai fait le premier séminaire, c'est sur la communication avec l'équipe, sur Hmm. le management, sur créer un climat sécure, une raison d'être, mais alors des trucs inconnus pour moi. Je me suis pris 3 claques. Et là, je me suis dit, ok. Alors, en fait, alors c'est pas que j'ai rien compris, mais je vivais à côté de mes baskets, quoi. Et Hmm. là, si tu veux, je découvre un monde où je me dis, mais en fait, je suis pas obligé de tout porter sur mes épaules. Je suis pas obligé d'être la seule locomotive dans le cabinet qui va tout créer. Et là, voilà, enfin, vraiment, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert. Et alors là, voilà, j'ai adhéré, si tu veux, à 1000%. La connexion s'est très très bien faite. Et donc moi, j'ai commencé comme ami client de Pierre Michel, si tu veux, à l'époque. D'accord. L'académie, Et ça c'est dure combien de temps le... Alors, juste pour rebondir là-dessus, c'est... je l'ai dit souvent, mais je crois que la première fois que j'ai fait une formation de coaching de cabinet, c'était plus une question une formation d'organisation, celle d'Edmond Binas, c'était en 2003. Et à l'époque, c'était quelque chose, c'était pas donné, hein, c'était 18 000 euros ou 15 000 euros, enfin un truc comme ça. Donc je te parle de ça il y a 22 ans. Et tous mes copains me disaient, mais pourquoi tu as besoin de ça? Enfin, Mm. les protocoles, t'as qu'à les demander. Et en fait, à un moment, tu fais ça dans ton truc, tu dis, enfin, tant que t'es pas dedans, t'as pas compris, quoi. Tant Exactement. que t'es pas dedans, t'as pas compris, parce que globalement, effectivement, je dirais que 60% de ce qu'il me disait, je le savais déjà, sauf qu'il y a un mec qui me dit, bah, ok, bah, si tu le sais, maintenant tu le mets en application, puis je reviens dans un mois, puis que ça soit fait, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Et voilà, il y a plein de choses. Des fois, au début, tu te dis, ok, ben, ouais, ça te paraît peut-être, enfin, c'est même pas bête. T'as l'impression, effectivement, comme tu dis, de le savoir, et pourtant, c'est pas mis en action. Pourquoi c'est pas mis en action, tu vois? Et du coup, tu progresses beaucoup plus, tu vois. Et moi, c'est surtout sur le côté être zen, être en lâcher prise. Mais tu vois, mais j'ai jamais autant kiffé mon exercice et aller au travail le matin que depuis que je peux transmettre ça à mes patients, à mon équipe, tu vois, et que je fais grandir tout le monde, tu vois, que moi, ce qui est, je pense, commun dans toutes les casquettes que j'ai pu avoir dans ma vie jusque-là, c'est le fait d'impacter la vie des gens. Tu vois, enfin, c'est vraiment chercher moi, chez mes patients, je cherche à leur impacter la vie. Tu vois, quand je vais transformer un sourire, qui voilà, pleurer au fauteuil parce qu'ils découvrent, tu vois, leur nouveau sourire. Là, j'y suis, tu vois, ok, là, je sais, j'ai changé sa vie aujourd'hui, j'ai tout gagné. Et finalement, c'est devenu la même chose au sein du cabinet, au sein de l'équipe. Alors que, mais moi, je le voyais pas. Pour moi, plus il y avait de monde, plus il y avait de problèmes dans un cabinet. J'étais vraiment, tu sais, en termes d'équipe, quoi. Vraiment là-dedans, quoi. De me dire, c'est quoi, si je me gère moi tout seul avec une assistante ou deux, je gère pas trop de problèmes, tu vois. Et voilà, donc Et là, vous en avez combien maintenant?
Je crois qu'on est pour 3 praticiens, on doit être à 9 ou 10 assistantes là, je pense. D'accord, ok. Après, on a aussi des fois des étudiants qui tournent un peu. Enfin voilà. Ok. On a Et des- donc, avant de continuer là sur ces deux S, entre-temps, tu te fais certifié. Ah oui, parce que 2014-2020. Ah oui, donc c'est très tôt quand même dans ton parcours où tu vas à ces deux S. 2014, t'es sorti depuis 2 ans. Enfin, tu plonges très Ouais, très vite c'était quand la même. première journée, tu vois. Première journée que j'ai pu faire. Et en fait, ce qu'on a, nous, le vrai cursus Global Management, je pense que, ouais, ça devait être vers 2000, enfin, c'était un an après, au moins, voire 18 mois. Donc, 2015-2016, je pense, que je D'accord. rentrais dans le vrai, tu vois, de la 2000, ouais, Et 2015. la formation, elle dure 6 ans, non? Non, 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 la formation, non, non, mais c'est qu'en fait, si tu veux, nous, en soi, on a un pool de formation. Mais ce qu'on appelle, nous, Global Management, c'est 3 séminaires sur à peu près un an. Tu vois, voilà. C'est Et ces trois, 3 séminaires de combien de temps? 3 séminaires de 2 jours et demi. Ok, donc ça fait 7 jours de formation. Ça, c'est le basique. Et après, enfin, le basique, c'est le Ouais, global. Voilà. Et le ensuite, tu peux rajouter des voilà, après, masters. on a plein d'autres choses qui sont, tu vois, en finance, je sais pas, stratégie marketing, voilà, donc c'est en même prise de parole en public, tu vois, enfin, des choses qui Mm. maintenant sont hyper importantes quand les équipes grandissent. Je Nous, si tu veux, la force, c'est d'apporter des choses ultra personnalisées selon le stade de carrière des cabinets. Je C'était déjà le cas, tu vois, à l'époque, mais moi, enfin, vraiment, je crois pas qu'on puisse avoir une même méthode qui fonctionne dans tous les cabinets. Mm, Et mm. du coup, c'est de venir, OK, on a des stades de cabinet, des fois en projet, en croissance, expérimentés, de haut niveau. Et ben, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Et du coup, finalement, ben, ça se fait pas en un jour. Parce que nous, tu vois, on a plein de cabinets. Ben, tu commences en projet. Moi, cette semaine, j'étais en audit dans un cabinet. Ça fait 3 ans, tu vois, que j'avais accompagné cette praticienne depuis le premier Zoom où elle venait nous dire, ben, j'en peux plus de mes associés. Je veux construire le mien, tu vois. Mm, Le premier zoom initial de dire, OK, ben, tu sais quoi, on va te faire vivre ton rêve. Et la construction du cabinet, et maintenant, voilà, je crois qu'il y a 3 praticiennes, tu vois, 5 assistantes, le cabinet qui cartonne. Et là, je venais du coup redonner, tu vois, un coup de boost pour analyser comment ça se passe de manière concrète. Et enfin, voilà, donc ça, c'est génial, si tu veux, parce qu'après, on va réussir à donner des outils qui sont adaptés à chaque stade de développement. mm. Ok. Et donc, c'est assez récent. Donc, tu te fais certifier coach. Ouais, ça me Et- paraissait important d'avoir, parce que ben, tu sais, le mot coach, alors le mot coach pour le coup, j'utilise très très peu. Enfin, je Mm. trouve qu'il est, voilà. Maintenant, ça me paraissait quand même hyper important d'avoir une vraie formation de Ça, c'est coaching. important. Ça, c'est indiscutable. Voilà, donc et ce qui permet, voilà, d'être enregistré comme coach international au sein de d'ICF, si tu veux, où ben, on a suivi tout un cursus sur, je sais plus, c'était 6 mois ou 9 mois. Et voilà, et où tu dois coacher en permanence des Mm. gens. Alors là, c'est un coaching qui est vraiment coaching, Ah oui, coaching en dehors du équipe, coaching dentaire. business, si tu veux. Mm. Ah oui, non, parce que moi, je suis coach certifié également, donc je sais le truc. Et on se fait coacher obligatoirement d'ailleurs. Bien sûr, ouais, tout à fait. T'as Ouais. toujours, enfin, c'est assez marrant, cette organisation assez pyramidale. Au début, tu comprends pas, mais Oui, oui. très vite, tu comprends. Alors, moi, je fais pas du tout de coaching de vie, parce que c'est pas mon truc. En fait, ce qu'on fait, nous, et c'est pour ça que j'avais fait cette formation-là, c'est de l'accompagnement sur le virage professionnel, c'est-à-dire des gens qui sont en omnipratique et qui veulent venir à de l'exclusif. Donc, on a commencé, enfin, j'ai commencé que par l'endo, et puis maintenant, j'ai des chirurgiens oraux, des jeunes, en fait, qui se disent, mais je fais comment pour m'organiser en exercice exclusif. Donc, on n'a pas d'accompagnement de finance, gestion d'équipe, etc., puisque ça, j'estime que c'est d'autres qui doivent le faire. Par contre, j'arrive sur la gestion d'équipe spécifique à un exercice d'endodontie, parce que c'est complètement différent en fait. Et l'idée m'était venue justement en 2003, quand je me fais accompagner par Edmond Binas. Je lui dis voilà, moi, 2003, je passe en exercice exclusif. Je lui dis là, moi, il faut m'accompagner parce que. Et en fait, tu te rendais compte que, et bien sûr, il m'a appris des trucs sur l'organisation, sur les process, les protocoles, etc. Mais il n'y avait pas comment dire, il avait pas de solution justement pour cet accompagnement-là. Et Mmh. puis, bon, à l'époque, je crois qu'on était 13 ou 10 ou 13 endodontistes en France. Enfin, c'était que dalle. Et Oui, oui. c'était pas voué à se développer. Le marché était pas là. Il était pas là. Donc, il avait commencé avec les orthodonties. Je me souviens à l'époque, il voulait aller vers chez les vétérinaires.
Donc ça, je me souviens de ça. Et d'ailleurs, quand je lui en ai reparlé récemment, il m'a dit, ouais, tu te souviens de ça? Moi, ça s'est pas fait, mais ou c'est moyennement fait. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a... Et donc, quand j'ai décidé parce qu'on forme entre 25 et 30 endodontistes par an, avec notre formation de 2 ans, donc on a 2 promos. Et en fait, à la fin, les mecs, ils me disent, bon, ok, j'ai les compétences, mais moi, j'ai fait Pierre-Michel Leprado, j'ai fait Bélin Intervenu pendant un moment, j'ai fait Gaillard, j'ai fait Binas, mais à aucun moment on me dit, voilà, comment je fais un réseau de correspondants en endo, etc., etc. Et ça, je pense que si tu l'as pas vécu ou si t'es pas dedans, c'est pas du tout la même chose que l'esthétique, c'est pas du tout la même chose que l'implantologie ou la paro. Voilà. Et donc, on est parti là-dessus. Et quand j'ai eu cette idée-là, il y a 1 an et demi, il y a un moment, je me suis dit, bon, je vais conseiller les gens. Et en fait, tu te rends compte que si t'as pas cette formation de coaching, t'es très vite désemparé, en fait, parce que le mec, il t'emmène dans des situations, tu dis, bon, ok, moi, je fais quoi, là? Ouais, je suis Donc, complètement d'accord parce que t'as souvent des voilà, enfin, ça me paraît un mot galvaudé, les croyances limitantes ou en tout cas des barrières mentales, et ça apporte beaucoup avec cette compétence de coach. Et même si elle n'est pas affichée telle quelle, je pense que ça nous permet de déverrouiller quand même beaucoup de situations. Parce que finalement, effectivement, t'as beau apporter un conseil, un outil qui pourrait être magique, mais si t'as pas les mots pour l'apporter au bon moment ou déverrouiller ce qu'il faut, bah il sera pas mis en place et derrière. puis, En fait, tu peux tu faire des n'aides dégâts, pas surtout. voilà. Tu peux aussi faire des dégâts. Parce que nous, un des gens, de ceux que j'accompagne, allez, on va dire dans 95% des cas, c'est le complexe pas d'infériorité, le mot m'échappe, Syndrome de l'imposteur? le syndrome de l'imposteur. Ouais. De l'imposture, d'ailleurs. J'ai appris qu'il fallait... OK. Et en fait, je pense que tu le retrouves je sais pas si vous êtes beaucoup confronté à ça, vous, mais nous, c'est 95% du levier. C'est-à-dire, globalement, c'est qui je suis, moi, pour déclarer que je suis endodontiste. Alors que je suis pas allé faire un programme aux États-Unis, faire un programme... Et en fait, ça, tu te rends compte que il faut avoir été formé pour le lever, pour donner les clés, parce que, genre, si t'es la meilleure, parce que je supporte pas les gens qui me disent, je suis une belle personne. Ça veut dire quoi, ça? Faut changer de coach, là, je pense. Je suis une belle personne. Ouais. Ouais. Après, j'ai pas. Dans la formation que j'ai faite, c'était très bien, mais voilà, il y a des choses. Les mantras, les trucs, c'est pas mon truc, moi. Mais je suis pas à fond dans ce système-là. Je me fais coacher aussi, et je suis pas très ouvert à beaucoup de choses. Mais par contre, quand je suis ouvert, je suis ouvert. Et voilà. Donc, c'est assez intéressant de. Je sais pas si c'est ces 2S, vous êtes tous coachs certifiés ou certains le sont seulement. Là, alors sur la certification ICF, à l'heure actuelle, moi je suis le seul à l'avoir, sur cette certification de coach international. Après, nous, on se complète en tant que coach. Tu vois, aujourd'hui, on est 4 coachs avec la casquette chirurgien-dentiste à côté, exerçant. Et puis, on a aussi une coach, Isabelle, qui, elle, est sur la partie assistante de coordination, assistante de direction. Donc voilà, en tout, on est une équipe de 5 coachs aujourd'hui, et on se complète, si tu veux, sur les domaines et sur les sujets. Donc je pense que c'est aussi notre force, justement, et c'est pour ça qu'on peut apporter des outils très différents selon le besoin du cabinet, tu vois, et pas vraiment selon nos besoins à nous, mais comment est-ce qu'on peut apporter le plus de valeur. Et c'est pour ça que souvent ils vont avoir selon la nécessité, ben on va avoir un parcours qui va être différent d'un cabinet à l'autre, avec différentes formations, différents coachs par Zoom, ou différents. On a aussi par exemple ce qu'on appelle nous les conseils en 3 temps. Tu vois, on fait vraiment du consulting sur, je sais pas, de la mise en place juridique, sur la mise en place de finances, sur un départ en retraite, tu vois, qui se prépare, comment on fait la passation pour que ça se passe bien avec les plus jeunes. Et du coup, vraiment, c'est pas qu'est-ce qui va nous arranger dans notre agenda, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on peut apporter plus de valeur aux praticiens, aux praticiennes qui font appel à nous. Et voilà, je trouve que c'est vraiment notre force, c'est ce côté ultra personnalisé et le fait d'être une vraie équipe. Et après, en soutien, nous, tu vois, on a quand même 4 personnes à temps plein qui sont là dans l'équipe pour justement la gestion marketing, commercial, logistique, parce que effectivement, l'organisation des séminaires. Nous, aujourd'hui, les séminaires, tu vois, on a 70 personnes à peu près par séminaire. Et c'est toute une organisation logistique. On a ouvert Nantes cette année. Tu vois, on fait Paris, Aix-en-Provence, Nantes. Et c'est, voilà, enfin, c'est génial de voir, si tu veux, vraiment, nous,
voilà, l'académie C2S qui grandit énormément, tu vois. Et le fait de s'être structuré avec mon arrivée, avec l'arrivée des autres coachs aussi, c'est voilà, on voit vraiment la famille grandir de notre côté, tu vois, puis la famille des praticiens qui font appel à nous aussi. C'est ça qui est top. Ok, donc ça veut dire que, en gros, une personne qui rentre dans votre programme, il va pouvoir être coaché par différentes personnes en fonction de la thématique. Ok. Ouais, Ah, c'est exactement. marrant ça. En fait, tu vas pouvoir, par exemple, typiquement, on va avoir nous quelqu'un qui va venir avec une problématique, soit tu vois, de turnover, par exemple, tu vois, donc Mhm. sur l'équipe, quand maintenant les cabinets grandissent, donc c'est vraiment des problématiques quand même qu'on rencontre de plus en plus. Eh bien, on va pouvoir accompagner l'équipe, par exemple, sur des séminaires qui vont parler du management, mais en équipe. Notre force, c'est qu'en présentiel, les praticiens peuvent être là justement avec leurs assistants ou assistantes, tu vois, et ça crée une cohésion qui est assez dingue. On va travailler ensemble. Et puis après, en parallèle, on va pouvoir leur faire une formation, notamment avec Isabelle, sur le recrutement. Ok, comment est-ce qu'on fait un bon recrutement, tu vois? Comment est-ce qu'on fait un bon contrat? Comment est-ce que on va pouvoir faire des bonnes règles de rémunération pour que tout le monde soit, tu vois, intéressé à venir au boulot le matin, tu vois? C'est vraiment ça, c'est la loi du stade, tu vois? C'est quand on vient, mais on vient pour tout déchirer, tu vois? C'est la finale olympique et toute l'équipe est surmotivée. Et donc ça, c'est pas par hasard, tu vois? Mhm. On a nos rituels le matin et les clearings d'énergie, et clac, on se claque dans les mains et bam, c'est parti, tu vois. Enfin, il y a personne qui est là pour se tourner les pouces, il y a pas de touristes, quoi. Mais c'est pas du hasard, tu vois. Ça se travaille et quand tu mets ces choses-là en place, après, bah, tu kiffes, voilà, tu kiffes le moment et t'es content de venir travailler et l'équipe est contente de venir travailler. Et en plus, du coup, ça veut pas dire que t'as pas de problème de turnover, mais t'en as déjà beaucoup Tu moins le, et ouais, les tu le gens ont ralentis, envie ouais. de venir Ou te pas pour voir. les mêmes raisons. Et pas pour la même raison, voilà, c'est ça. À la limite, c'est du turnover que tu choisis, tu vois. Mhm. C'est complètement différent. Et donc là, chaque coach est associé à C2S ou il y a que toi et Pierre-Michel Leprado qui est associé? Alors, il y a un mix des deux. Voilà. Enfin, tu vois, bon, là, voilà, j'entrerai pas forcément sur le juridique, mais il y a un mix des deux, un mix d'associés et un mix qui travaille, on va dire, comme consultant. Tu vois, D'accord, ok. voilà. Et donc ça, je dirais que c'est un peu, tu fais le parallèle avec ce qu'on fait dans les cabinets. Ça dépend du moment d'évolution, du moment où tu rentres, tu vois, c'est pareil, c'est des jeux de société, Ok. voilà. Mais c'est pas, si tu veux, comme nous dans un cabinet, à partir du moment où tu as un docteur qui est là au cabinet, c'est un docteur. Et c'est dans la terminologie, je vais pas parler d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Pour moi, les collaborateurs, collaboratrices, c'est les assistants ou les assistantes, tu vois. Mhm. Pour moi, si un docteur, c'est on va dire un associé et directement, et que juridiquement ou pas, ce soit le cas, ben je j'ai pas envie de créer une hiérarchie, tu vois, dans un cabinet, parce que ça, on voit beaucoup de problèmes aussi de confiance avec les patients, tu vois, des praticiens qui ont du mal à ce que les patients leur fassent confiance, notamment quand ils vont être des fois plus en début de carrière, quand ils arrivent dans un cabinet. Et quand on vient voir, tu vois, en audit, eh ben, on se rend compte que oui, ben, effectivement, des fois, ça passe juste par le wording, la façon dont on parle, et que on parle toujours du remplaçant, on parle toujours la petite collaboratrice, tu vois. Mais combien de Mhm. fois j'ai entendu ça? Et tu dis, ben, forcément, les patients, ils vont avoir du mal à aller avec la petite collaboratrice, tu vois. Ben non, alors que si tu parles du docteur X, mon associé, qui peut vous recevoir, ben, je veux dire, tout de suite, il y a quand même une autre, tu vois, enfin, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie, quoi. Mhm. Mhm. Nous, au sein de l'académie, si tu veux, c'est le même principe, si tu veux. Il y a le juridique, c'est le juridique qui évolue à sa vitesse. Et après, il y a le fait qu'on soit tous là ensemble pour Dans le même bateau. Mhm. ouais, dans le bateau. Donc, voilà. Et donc là, aujourd'hui, ta vie professionnelle, elle s'organise comment? C'est 50% cabinet, 50% C2S ou C'est 70-30 aujourd'hui. Donc, 70 cabinets? ouais, 70 cabinets. Ouais, exactement. D'accord. Donc aujourd'hui, moi, je suis à 1200 heures au cabinet, donc ce qui représente un 70%, quoi, tu vois. Après, du coup, l'activité au sein de l'académie C2S, ben, c'est les séminaires en présentiel. Après, Mhm. moi, justement, je les fais pas tous. Moi, j'anime surtout justement les séminaires Global Management, donc sur la partie communication patient, productivité, communication avec l'équipe, marketing. La partie, tu vois, finance, c'est notamment Pierre Michel et c'est Gaëdig Vigneron aussi qui l'a fait, qui elle exerce à Vannes. Donc on a chacun comme ça un petit peu nos compétences. Et moi enfin voilà, le côté organisation justement, j'adore ça. Donc tu vois, je planifie moi un an à l'avance. Tu vois, j'ai mon planeur un an à l'avance avec les séminaires, avec les congés, avec les formations cliniques que je vais pouvoir faire en plus. Et à la fin, j'essaie de boutiquer quelques heures de travail. Et j'arrive quand même à en mettre justement 1200. Donc voilà, tu vois. Mais en Ok. fait, je diminue d'année en année.
Après, là, tu vois, mon objectif, je pense qu'il est aux alentours de 1000 heures par an au D'accord. cabinet, Hmm. ce qui sera une activité qui me permet de vraiment comprendre ce qui se passe, mais en ayant d'autres activités comme ça en parallèle. 1000 heures, si on considère que tu prends 8 semaines de vacances par an, à peu près, t'arrives, plus les déplacements, t'arrives à quoi? C'est du 25-27 heures par semaine? Ouais, c'est à peu près ça. Hmm. 1100 heures, t'es à 25, ouais, par semaine. Ok. 25-27. Ouais. Lycée sur l'année. Lycée sur l'année, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est pour ça que là, si tu veux, je me retrouve globalement, moi, une semaine complète au cabinet, c'est 4 jours. Et puis après, mais voilà, fréquemment, si tu veux, moi, une semaine classique, je vais me retrouver à faire le lundi, mardi, mercredi au cabinet, tu vois, je pars un petit peu plus tôt, je prends l'avion pour Marseille, et puis on fait les séminaires jusqu'au samedi. Je reviens le samedi midi, je récupère ma fille et commence ma semaine de super daddy. Voilà. Hmm. Ok. C'est comme ça que ça se passe. En fait. Ok. Ouais, bah écoute, super. Comment tu vois l'évolution de tout ça? Donc, on a parlé du cabinet que tu vas ouvrir en face, ton centre d'esthétique, enfin du complexe pluriprofessionnel esthétique, voilà. Vers quoi alors, on n'a pas parlé de ta passion de sport, parce que là, quand on a échangé, tu m'as dit, je suis en Thaïlande, non, en Turquie, hein, pour un ultra trail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était il y a du coup 15 jours, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Et comment tu fais partie de ces gens qui sont un peu boulimiques d'activité, mais on a compris aussi que quand on te mettait un ultimatum, tu allais prendre une décision. C'est ça. Vers quoi enfin, j'ai entendu que tu cherchais à diminuer un petit peu ton exercice clinique sans en perdre la productivité d'ailleurs. Mais est-ce que tu es plus attiré vers l'expérience entrepreneuriale hors fauteuil, ou en sachant qu'il y a très peu de chances que tu arrêtes le fauteuil parce que sinon ça perdrait aussi une raison d'être, ou pas du tout, au contraire, tu veux développer cette activité et garder le reste comme un hobby? Euh, alors, je pense que là aujourd'hui, il y Choix a rien. cornélien, je pense, hein. Non, mais aujourd'hui, et moi, je considère rien comme un hobby pour le coup là, pour clarifier. Enfin, vraiment, tu vois, c'est-à-dire que ça m'apporte énormément. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je parle beaucoup souvent des stratégies d'objectifs, de vie, tu vois. Enfin, c'est une grande passion moi dans ma vie. Et l'idée, c'est d'être vraiment le plus possible en harmonie. Et ça veut vraiment pas du tout dire à l'équilibre. Enfin, tu vois, c'est jamais le cas. Mais aujourd'hui, moi, j'ai mis beaucoup de rituels en place. Tu vois, enfin, pour moi, je pense que vraiment l'organisation, c'est un cadre qui nous permet d'être libre. Et du coup, ben, j'ai le rituel de oui, tous les matins, je vais faire ma séance de sport, mais qui est une séance, tu vois, de 20-30 minutes, qui va pas être très long. Donc, et ce qui me permet, là, tu vois, j'ai préparé mon ultra trail qui faisait 101 km dans le désert, c'est 46 degrés. Enfin, c'est en mode, c'était quand même extrême pour mon niveau. Bah, ma préparation, c'était une sortie de running par semaine, quoi. Tu vois, enfin, Ok. juste le matin, j'ai fait un peu plus de squat et de fente. Tu vois, enfin, et en fait, je vois bien qu'il n'y a pas besoin de faire des choses, de passer un temps infini sur des choses pour être prêt, pour être Voilà un efficace, objectif, ouais. pour atteindre un objectif. Et du coup, c'est très, tu sais, il y a pas longtemps, j'ai rencontré Hugo Boucheron, qui est un champion olympique. Et ça m'a vraiment pas, je me suis pris une petite claque, tu vois, dans cet échange très profond avec lui, parce que je vois bien que il n'y a pas de différence de niveau physique, tu vois, ce qui nous partageait. Il dit, dès que tu passes en national, c'est quoi, ils ont tous le même physique, on a tous le même cerveau. Et moi, je fais beaucoup de parallèles avec nous en tant que chirurgien dentiste, si tu veux, hein. Mm, Une fois que tu mm. arrives avec ton diplôme de chirurgien dentiste, sûrement des différences, mais elles sont pas, si tu veux, hyper élevées. On est tous à peu près pareils. Et la différence entre quelqu'un, du coup, qui est ultra performeur, mais dans le sens, moi, de ce que je vois au niveau dentaire, c'est qui est ultra épanoui, tu vois, dans son exercice et qui ça fonctionne bien, et quelqu'un qui fonctionne pas bien, bah, du coup, elle est pas liée vraiment à la personne, elle est liée au système que tu mets autour de toi. Donc les Mm. rituels, ton entourage, et donc, bah, notamment les coachs, tu vois. Enfin, bien sûr, en fait, c'est pas pour rien si que je suis rentré dans ce monde-là, c'est que j'y crois. Ça m'a tellement apporté que j'y crois fondamentalement. Et donc du coup, c'est voilà les rituels le matin, l'énergie, tu vois. Après les rituels pour se mettre en sommeil. Et aujourd'hui, par exemple, c'est au sein de l'académie, je pense qu'on l'avait un petit peu moins il y a quelques années, mais le côté de d'être en énergie toute la journée passe par le sport, le sommeil, l'alimentation. C'est vraiment des sujets qu'on abordait très très peu avant, si tu veux. Un peu, c'était un mode, bah, si t'es bien organisé au cabinet, tout va rouler. Bah, c'est trop réducteur, tu vois. C'est-à-dire que Mm. maintenant, effectivement, il faut avoir une vision qui est quand même beaucoup plus complète. Et donc, du coup, là, c'est des petits pas, des rituels qu'on met en place les uns après les autres,
et qui font que en le faisant chaque jour, en fait, t'accomplis des choses qui sont gigantesques. Donc aujourd'hui, il y a pas de hobby, il y a vraiment plusieurs activités qui m'épanouissent pleinement. Et tu vois, c'est des discussions des fois qu'avec ma fille, j'ai même encore du mal un peu peut-être parce qu'elle est encore petite, mais elle dit oui là, tu vas au travail. Et oui, mais en fait, elle a encore une notion de travail, tu sais, très classique, très franco-française, qui est tu vas souffrir, quoi. Et C'est dans la mine. il y a aucun moment où je me sens en souffrance. Et tu vois, moi, j'adore voyager, je voyage beaucoup. Et l'académie, via notamment l'accompagnement, tu vois, des Zooms, on accompagne beaucoup de clients en faisant des Zooms. Et ça m'a permis pour la première fois de sortir un peu du côté opérationnel qu'on a au fauteuil. Tant que t'es pas en train de tenir ta turbine, il se passe rien, tu vois. Alors que là, ben oui, je peux être au bord d'une plage, tu vois, à deux doigts de partir courir sur la plage, faire un Zoom d'1 heure avec un client et partir. En fait, et donc globalement, moi, je fais souvent ça, si tu veux, je pars très souvent et j'ai 1, 2, 3 Zooms le matin. Et puis après, le temps du midi, l'après-midi, c'est du temps en famille, c'est du temps de sport. Et en fait, ça permet, voilà, pour moi, c'est mon sens de l'harmonie, quoi, si tu veux. Et c'est que je me sens totalement aligné. Et la technologie, la technologie le permet, puisqu'on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est que effectivement, moi, j'adore le cabinet, mais je m'en sens prisonnier, c'est-à-dire, enfin, pas prisonnier dans mon activité, mais de dire, je peux pas aller bosser au bord d'une plage, par exemple. Et il y a un type que tu connais, Olivier Boujna, je pense, qui est avec son truc. Ce qu'il a fait, c'est absolument génial. Il dit, moi, je fais travailler des prothésistes. Il y en a qui sont aux Antilles, d'autres qui sont à La Réunion, d'autres, voilà, ils sont plus derrière un établi, ils sont plus à la mine, avec le bruit, le truc, le machin, ils sont avec leur ordinateur face à l'océan. Et ça, c'est vrai que là, on parle toujours du télétravail, du machin. Là, c'est marrant parce que en revenant du Portugal, donc là, on a trouvé l'école pour les enfants, on sait où on va habiter, etc. Et mon premier réflexe, ça va être de dire, OK, où est-ce que je trouve un coworking? Tu vois, et quand on a créé Endo Academy, on était dans un espace de coworking. Ça a été mais exceptionnel. Après, on a acheté nos bureaux pour des raisons financières, mais moi, le fait d'être dans un coworking, d'arriver, t'as jamais les mêmes personnes qui sont là, tu bouffes avec un mec que tu connais pas. Il y en avait un jour, j'ai bouffé avec lui, c'était il y a 7 ans, 6 ans, oui, 2020. Il me parlait de 5 ans, et il m'avait fait toute une tirade sur les blockchains, et je comprenais rien de ce qu'il me disait, mais vraiment rien. Et le mec, je me dis, mais c'est un zombie, ce mec-là, toi. Et ça, c'est vraiment une évolution. Et effectivement, on a un métier qui est exceptionnel parce qu'on peut faire plein de choses, mais on est obligé d'y être. Et effectivement, c'est pour ça que développer des activités entrepreneuriales, et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui écoutent le podcast et qui se disent, mais être enfermé dans un cabinet tout le temps, c'est pas mon truc. Sachez que vous pouvez faire 2 jours et demi de cabinet, en vivre correctement et faire autre chose le reste de la semaine. Et voilà. Et pour ça, il faut structurer, ce qui est le cas pour ton cabinet aussi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que ça demande de structurer les cabinets. C'est ce qui fait, tu vois, moi je pense que quand je disais tout à l'heure, au début, pour moi, plus il y avait de personnes, plus il y avait de problèmes, tu vois, j'étais un peu là-dessus. Et puis finalement, quand j'ai découvert que c'était justement une force pour me dire, ok, en fait, on peut fonctionner différemment. Et c'est, oui, évidemment, une chance quand on est plus nombreux de pouvoir sortir justement un petit peu de l'opérationnel parce qu'on est plusieurs à tenir la boutique, tu vois. Et donc et même les réunions d'associés. Nous, on va les faire par Zoom, tu vois. Enfin, on n'a pas besoin de faire une réunion d'associés en étant chacun là au cabinet, tu vois, ce qui était souvent avant un vrai problème. Donc oui, les outils numériques aujourd'hui, ils sont fous. Ils sont fous, ils sont fiables et ils autorisent. Ok. Si tu devais revenir changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose? Et si oui, quoi? Est-ce que tu aurais accéléré à un endroit? Est-ce que tu aurais fait moins de diplômes? Est-ce que tu en aurais fait d'autres? Alors, je dirais que ma première réponse instinctive, c'est pas de regret parce que tout ce que j'ai pu faire en plus ou en négatif, finalement m'a amené là où je suis, hein, tu vois. Donc j'aurais du mal à le regretter. Maintenant, forcément, je te reparle de l'académie parce que je me suis pris une claque le jour où je l'avais fait la première fois avec Pierre Michel et où je me suis dit mais voilà, c'est tellement dingue. Je me suis senti en perte de chance. Je me suis senti en perte de chance de pas l'avoir fait plus tôt. Maintenant, voilà, je reste sur ma première réponse qui est, voilà, c'est ce qui me donne aujourd'hui. Tu vois, je me souviens même, par exemple, qu'il m'avait parlé tu sais, justement des formations finance, pro, perso.
Et puis j'étais là un peu, ouais, mais je suis pas à un stade de carrière où voilà, je vais pas avoir de quoi investir ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, j'étais dans ce truc. Qu'est-ce que je veux pas les finances, c'est beaucoup trop tôt, tu vois. Et pareil, à un moment, je dis, OK, tu sais quoi, j'y vais, je fais une formation finance. Et tu dis, mais en fait, mais je suis dans quel monde, tu vois? Enfin, Mm, en fait, mm, mm, j'ai rien de programmé pour pouvoir m'arrêter de travailler avant 70 ans, en mm, fait. Et j'espère que j'aurai envie de travailler à 70 ans, mais j'en sais rien, tu vois, et peut-être pas à temps mm. plein. Et en fait, de définir ça, et ben, là, pour le côté finance, j'aurais aimé l'avoir au J1 en Complètement. sortant de la fac. Tu vois, Oui, après, c'est une forme de maturité aussi. C'est-à-dire qu'il y a un ouais, moment ah ben, où... ça vient, mais quand tu sens, sur la partie finance, tu sais que, enfin, chaque jour perdu est définitivement perdu. mm. Et autant, des fois, tu peux dire sur la structure de l'équipe, tu vas rattraper plein de choses. Autant sur la finance, tout ce Ah, que le tu as pas finance, mis c'est en du long terme. Ouais. et c'est ça. Et en fait, ben, quand ben voilà, c'est sûr que quand tu découvres les mécanismes de finance à 50 ans, ben, tu as moins de chances que quand c'est à 40, tu as moins de chances que quand c'est à 30, tu vois. Mm, mm, mm. Et moi aujourd'hui, tu parlais, tu vois, des jeunes générations, et j'en ai, tu vois, moi qui viennent aussi en immersion au cabinet. J'en avais un il y a pas longtemps, Paul, qui est dans une université, enfin, étrangère aussi, qui venait passer une semaine au cabinet. Et tu vois que il y en a, ils ont déjà tout compris, quoi. Tu vois, enfin, Mm. ils ont 20 ans, eux, ils ont pas attendu. Maintenant, les réseaux sociaux, t'en parlais, amènent beaucoup d'outils, même déjà en gratuit. Donc, ça met déjà des pièces dans la machine, tu vois, dès le départ. Et ça, c'est un côté où j'avais pas assez compris ces instruments-là. Et tout dépendait trop de moi. Alors qu'il y a quand même aujourd'hui des instruments financiers qui permettent d'alléger la charge, tu vois, et de bien dormir la nuit et de vraiment se dire, moi, c'est surtout de me dire à l'avenir, quoi, j'ai envie de pouvoir ou ralentir ou arrêter. Si ma fille, elle a envie d'aller à New York étudier, j'ai envie de pouvoir le lui financer. Hein. Mm. Et c'est des outils pour impacter dans la vie des gens. Donc voilà, donc c'est vraiment cet outil-là. Mais voilà, regret sans être regret, qu'est-ce que tu veux, c'est là, voilà. C'est comme ça. Mais voilà, Ok. mais c'est comme tout, je te dis, hein, les claques, que ce soit professionnel, ben, tu vois, personnel, un divorce ou autre, ben voilà, tu te dis, ben évidemment, si tu as envie de choisir, t'as pas envie de le revivre. Maintenant, c'est ce qui te construit aussi. Mm. Ok. Est-ce que tu aurais une lecture ou une vidéo, un podcast que tu écoutes régulièrement et voilà, si tu devais en choisir un pour le donner à ta fille dans 10 ans, ça serait quoi? Euh, je dirais, c'est le livre Les 7 habitudes de ceux qui Mm. réussissent ou ceux qui s'entreprennent de Covey. Ok. C'est le numéro un que je conseille à tout le monde parce que bah déjà il y en a pas 1000, il y en a 7, tu vois. Mm. C'est très le livre il est pas très gros, tu vois. Et déjà allez, voilà, enfin moi c'est ce que je conseille à tout le monde quand on me dit un peu allez bon, je suis pas voilà, je lis que des romans mais peut-être que je serais prêt à lire un truc, je dis lis ça. Voilà, c'est le bouquin pour moi qui permet de s'ouvrir un peu l'esprit sur d'autres choses mais de manière très douce, voilà. Mm. Et qui permet de rentrer dans cette phase où tu te dis ok, mais je peux être 100% maître de ma vie, tu vois. Et moi, un des grands trucs, je pense, qui a changé dans ma carrière et au niveau personnel, c'est quand j'ai travaillé beaucoup sur mes émotions et Mm. que je me suis rendu compte, enfin, et que j'ai compris en moi que j'étais 100% responsable de mes émotions. Mm. Tu Mm. vois, pas de ce qui arrive dans la vie, mais de mes émotions et de comment je vais le vivre. Et quand j'ai vraiment habité ça, et du coup, c'est beaucoup ce que je transmets et que je retransmets au maximum, parce qu'en fait, d'un coup, bah, tu vois, j'ai plus eu besoin d'ergonomie au cabinet, tu vois, mes douleurs de dos, elles sont parties. J'ai été d'un coup beaucoup plus zen, j'ai plus apporté à mon équipe, j'ai plus apporté à ma famille. Enfin, voilà, quand j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, c'est pas, je dois pas attendre que les autres changent pour que moi je change. Qu'est-ce que moi je peux faire pour changer, tu vois, comment je peux faire pour mieux agir, mieux vivre mes émotions. Et là, d'un coup, ça a vraiment changé toute ma vie année après année. Donc voilà. Ok. Et donc ce livre-là, c'est aussi un des premiers qui permet, je pense, de mettre la Le pied première dedans, petite quoi. pièce dans la machine. Voilà. Ok. Eh ben écoute, Mathieu, merci infiniment. C'était un bon moment. Tu vois, au début, on se dit, on ne dépasse pas 1 heure et demie, mais on a dépassé 1 heure et demie. Donc bravo pour ce parcours, cet investissement. Et puis, bah, tout le meilleur pour tes projets à venir, la construction, le développement chez C2S, et puis tout ça, plein d'ultra trail. Ouais. Voilà, c'était un moment très sympa et on voit qu'avec un même diplôme, finalement, on peut faire plein de choses. Il faut juste avoir envie de le faire. Voilà. Exactement. Je te remercie. Merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien, merci. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager ce podcast. Voilà, je le demande rarement parce que je me dis que ça se fait souvent du bouche à oreille. Mais finalement, plein de gens qui me disent « Ah, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant? Je ne connaissais pas, etc. » Donc, n'hésitez pas à partager. Vous avez vu que les invités sont très différents. C'est des parcours de vie différents. Et voilà, et moi, ce que j'aime, c'est vous faire découvrir des gens que vous connaissez peut-être ou pas. Enfin, au moins maintenant vous le connaissez, et que derrière chaque turbine, il y a un homme, une femme, et qu'ils sont tous différents. Je vous dis à très très bientôt, et je vous souhaite un très bon week-end, et à très bientôt pour un nouvel épisode.